Les rêves deviennent réalité. Ryoma s'en est rendu compte lui-même quand il a dit à voix haute qu'il voulait aller dans un monde fantastique. Puis son téléphone s'est allumé avec un message du dieu du divertissement lui accordant des applications de triche et la race incroyablement rare de demi-dieu. Un appareil de triche offert par une divinité qui s'ennuie à mourir. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'était une vie calme et ordinaire. Mais avec un pouvoir divin émanant de chacun de ses mouvements, même le simple fait de respirer risque d'attirer l'attention. Un homme qui est à moitié Dieu peut-il vivre comme un simple humain? Découvrons-le. L'histoire commence avec notre protagoniste attaquant un monstre qu'il a trouvé dans la forêt, tuant facilement le slime d'un seul coup d'épée. Ensuite, il a essuyé la sueur de son front à regarder son téléphone et s'est dit qu'il avait enfin terminé la quête et reçu une récompense. Voici Sanji Ryoma, un étudiant ordinaire. Vous vous demandez probablement pourquoi il combat des monstres. Il va tout vous raconter dans l'ordre. Il y a 3 heures, dans son monde d'origine, il était assis sur une chaise et se disait que le week-end, il consacrait son temps à ses passions, lire des romans, regarder des dessins animés et jouer à des jeux vidéo. Il a réussi. C'était plus facile cette fois, mais il a dû faire un don d'une somme considérable. Cependant, il s'est dit que c'était toujours l'argent de ses parents. Il possède l'une des plus grandes entreprises du Japon. Le reste de sa famille est également composé de personnes très influentes, que ce soit des médecins ou des politiciens. Seul lui ne se démarque en rien. Son cousin se moque toujours de lui et ses amis le critiquent dans son dos. Même sa petite amie l'a trompé avec un autre sans se soucier de ses sentiments. Il ne peut rien y faire car tout ce qu'il possède appartient à ses parents, même cette chambre. Il n'a jamais travaillé de sa vie même à temps partiel et n'a jamais rien accompli. Il préférait cacher la vérité sur ses origines et vivre tranquillement. Mais les secrets finissent toujours par être révélés et quand ça arrivera, les gens se moqueront de lui. Ils seront certainement déçus par lui. Son nom de famille est sur toutes les lèvres. Mais il aimerait vraiment savoir de quoi il est capable sans ça. Cependant, c'est pratiquement impossible. Il est très fatigué de la réalité. Comme ce serait merveilleux de visiter un autre monde. Soudain, une lueur très vive est apparue dans la pièce et une voix inconnue a dit que son souhait était exaucé. Il s'est couvert la tête avec ses mains et quand la lumière s'est éteinte, il s'est retrouvé dans un vieux bâtiment et a demandé à voix haute où il était. Il s'est approché de la fenêtre, a vu un arbre et s'est dit qu'il était dans sa chambre il y a un instant. Il a reçu une notification sur son téléphone. Il l'a regardé et s'est demandé ce que c'était. Il a vu sur son téléphone des applications comme Traducteur Inventaire Quête et une boutique, ce qui a attiré son attention. Il s'est demandé d'où venaient ces applications. Il a remarqué qu'il avait reçu un message et a pensé que ça ne ressemblait pas à l'adresse e-mail qu'il utilisait. Le message disait « Bienvenue ». Je suis Meshu, le dieu du divertissement et du plaisir. Tes prières ont été exaucées et je t'ai transféré dans ce monde merveilleux de mer. Il ressemble beaucoup à ce qui est décrit dans tes romans préférés. Les monstres et la magie existent ici. Il a été très surpris en lisant ça et a pensé que cela signifiait qu'il était maintenant un véritable voyageur interdimensionnel. Son vœu s'était vraiment réalisé. Était-ce vraiment un rêve? Le message disait aussi que comme il n'avait que son téléphone sur lui, le dieu l'avait un peu amélioré pour qu'il lui soit utile. Cependant, ce n'est pas tout. Avant de te transférer dans ce monde, j'ai dû changer ta race pour rendre ton corps plus résistant aux surcharges inhabituelles. Je te souhaite bonne chance et j'espère que tu apprécieras le voyage. Laisse ton cœur te montrer le chemin. Il s'est demandé avec une expression joyeuse, « Est-il vraiment possible que je voyage dans un monde dont je n'ai même jamais osé rêver, je n'arrive pas à y croire? » Je me demande ce que je suis devenu, un loup-garou ou un elfe. J'ai l'impression que peu de choses ont changé. Peut-être que je peux le découvrir grâce à mon téléphone. Il a ouvert l'application avec son statut et a remarqué que sa race était demi-dieu. Il en a été très surpris et s'est dit qu'il avait aussi rajeuni. Il semble que ce genre de choses arrive rarement dans les jeux et les animes. Il faut que je me calme et que je cherche des informations dans un moteur de recherche. Les demi-dieux sont une race spéciale qui a reçu une bénédiction divine. Les représentants de cette race sont dotés d'une force énorme et vivent beaucoup plus longtemps que les humains, mais ils ne sont pas immortels. Auparavant, il n'y avait que 5 demi-dieux amers. Mais tout récemment, un autre est apparu. Les mains du protagoniste se sont mises à trembler et il s'est demandé « Est-ce que c'est de moi qu'on parle ?» Tout s'est avéré bien pire que ce qu'il pensait. Si beaucoup de gens se découvrent de sa race, il aura aussi du mal à vivre ici. Il s'est calmé, est sorti du lit avec un sourire et s'est dit qu'après tout, il était dans un autre monde. Si c'est le cas, alors il devrait s'amuser. Il a enfilé les nouveaux vêtements qu'il a trouvés dans son inventaire et s'est demandé s'il les avait mis correctement. Il a aussi pris l'épée qu'il a trouvée dans son inventaire et a remarqué qu'il avait reçu une nouvelle notification. Il l'a vérifiée et elle disait que l'entraînement de la quête divine consistant à mettre des vêtements et à s'équiper d'une arme était terminé. La récompense est de 10 points divins et la compétence de maîtrise de l'épée. Il a lu ça et s'est dit qu'il semblait avoir accompli une quête sans même le savoir. Super! Il y a même un entraînement ici.
Il a maintenant une compétence et des points divins. Il peut sûrement les utiliser pour acheter quelque chose d'utile. Il a quitté la maison en se disant qu'il ferait de son mieux. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans un autre monde. Cependant, il devait avant tout terminer l'entraînement. Accomplir les quêtes s'est avéré bien plus facile que d'extraire des pierres magiques des corps des ennemis vaincus. Il avait l'impression qu'après la mort d'un monstre, tous les objets utiles apparaissaient directement dans son inventaire. Il était terriblement fatigué et a décidé de poursuivre l'entraînement le lendemain. Il a dépensé les récompenses reçues en objets de compétences et applications diverses. Le moment qu'il attendait depuis si longtemps était enfin arrivé. Il a utilisé la magie de l'eau et a demandé surpris « C'est ça la magie !» Il pensait l'avoir apprise en feuilletant un manuel de magie et espérait y arriver. Il a lancé une boule d'eau contre le mur, mais elle n'a pas fait beaucoup de dégâts. Il a regardé le mur humide d'un air un peu perplexe et s'est dit que c'était presque comme il l'imaginait, mais que ce n'était pas encore assez puissant. Il devait se ressaisir et commencer la quête suivante. Le système l'a notifié que la quête suivante était de quitter la forêt pour aller en ville. Après quoi, il a quitté la maison, a suivi la carte sur son téléphone et a réalisé qu'il n'avait aucune idée de sa destination. Il était si pressé d'arriver en ville qu'il s'est perdu. Où devait-il aller maintenant? Le soleil commençait à se coucher. Il semblait qu'il allait devoir passer la nuit dehors. Il ferait mieux d'au moins allumer un feu. Il a remarqué des loups qui venaient vers lui et a pensé qu'il semblait avoir senti l'odeur de la viande fraîche. Ils étaient nombreux et il ne voyait presque rien. L'un des loups lui a sauté dessus, a mordu la lame de son épée et a projeté son arme au loin. Très inquiet, il a pensé qu'il allait bientôt être tué. Ce dieu veillait bien sur lui, pas vrai. Si c'était le cas, il pourrait l'aider un peu. Certes, avant on veillait constamment sur lui et on le protégeait, mais maintenant tout est différent. Il peut s'en sortir seul. Comme il n'a pas d'épée, il utilisera l'eau et tentera d'imaginer une arme puissante. Il a créé de multiples projectiles d'eau qu'il a lancés à grande vitesse sur ces monstres, réussissant à tuer toutes les créatures autour de lui d'un seul coup. Choqué par ce qui venait de se passer, il est tombé à terre et a regardé sa main qui tremblait. S'étant un peu calmé, il a déclaré un air heureux sur le visage qu'il avait réussi à s'en sortir seul. Quelque temps après, il a débouché sur une route où des gens marchaient et s'est demandé s'il était vraiment sorti du bosquet. Il s'est incliné devant deux personnes qui passaient par là et a pensé qu'elles appartenaient à une autre race. Il se demanda s'il y avait des humains par ici. Une charrette passa près de lui. Un homme l'interpella, lui disant qu'il avait l'air en piteux état. Il se dirigeait vers la ville de Fals qui était juste devant. Le protagoniste l'a regardé et a convenu que c'était probablement le cas. Il a désigné sa charrette et lui a proposé de le prendre avec lui. S'il y allait à pied, il n'y arriverait pas en un jour. Il y a réfléchi. C'était certes gentil, mais pouvait-il faire confiance à cet homme au cas où il utiliserait la magie pour se défendre? Pour l'instant, il allait le croire sur parole. Il s'inclina devant lui et le remercia pour l'offre. Il s'est approché de la charrette où un jeune homme l'a accueilli en le saluant et en lui demandant s'il était un voyageur. Il lui a tendu la main en expliquant qu'il gardait la cargaison. « Je m'appelle Roma, enchanté de faire ta connaissance. » À côté de lui, une fille était assise et a dit qu'elle s'appelait Permi. Ryoma, lui, a serré la main à prononcer son nom et a dit qu'il était également ravi de le rencontrer. Le cocher s'est retourné, l'a appelé par son nom et lui a dit de monter rapidement pour qu'il puisse se mettre en route. Ils poursuivirent leur route ensemble et Roma demanda à Ryoma si cela signifiait qu'il se dirigeait également vers Talus. D'où venait-il? Ryoma, l'appelant par son nom avec un préfixe de politesse, répondit qu'il venait de l'ouest. D'ailleurs, d'où venait-il? Roma lui répondit avec un sourire amical qu'il pouvait simplement l'appeler par son prénom. Ils ont grandi dans un village voisin et ont décidé de partir en quête d'aventure. Elle est son amie d'enfance et c'est aussi une mage du vent. L'estomac de Roma s'est mis à gargouiller et il a dit qu'il avait très faim. C'était l'heure du dîner. Il a sorti de la viande séchée de son sac, s'est tourné vers Ryoma et lui a demandé s'il avait faim. Ryoma a fait apparaître de l'eau par magie, a poliment décliné l'offre et a dit qu'il préférait simplement boire. Ses compagnons ont été un peu surpris par ce qu'ils venaient de voir. Roma l'a complimenté et Permi a demandé s'il était lui aussi un magicien. Ryoma, un peu déconcerté, a répondu qu'il n'était qu'un simple voyageur. Elle a rétorqué qu'il venait de conjurer de l'eau. Seuls les sorciers les plus talentueux peuvent lancer des sorts sans incantation. C'est incroyable. Le protagoniste fut un peu surpris par cette révélation et pensa que le manuel n'en parlait absolument pas. Le cocher s'est tourné vers eux et a demandé avec surprise « Alors comme ça, c'est un mage de l'eau. L'eau est une ressource très précieuse et difficile à se procurer. S'il n'y avait pas les mages de l'eau, il faudrait grimper les montagnes pour refaire nos réserves, alors on leur est très reconnaissant. » Roma a ajouté avec un sourire que c'était trop cool. Il s'est mis à rire en pensant qu'il se trompait en le considérant comme un grand sorcier, mais il a décidé de ne pas les contredire. Après un certain temps, ils atteignirent la ville de Thalys et le cocher leur annonça qu'ils étaient enfin arrivés. Il commença à regarder la ville, un air joyeux sur le visage, et pensa « C'est donc ça une ville dans un autre monde. Il y a sûrement une boutique d'armes là-bas et c'est plein de monde. » Le cocher lui demanda ce qu'il comptait faire ensuite.
Le protagoniste répondit que pour commencer, il allait les aider pour les remercier. Ils arrivèrent au bon bâtiment où ils déchargèrent toute la marchandise. L'homme le remercia et lui dit que c'était tout. Au fait, est-ce qu'il avait un endroit où loger? Il répondit qu'il n'avait pas encore décidé où passer la nuit. L'homme lui proposa alors de le présenter à quelqu'un. Roma lui dit que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait les contacter. Il travaillait dans cette ville, alors il se reverrait certainement. Il accepta et ils se dirent au revoir. Après cela, il arriva devant un bâtiment et se dit que ça devait être l'hôtel dont Lunos lui avait parlé. Il entra et l'employé lui dit que comme il était son ami, il lui ferait une réduction. Après ça, il monta dans sa chambre, s'allongea sur le lit et se dit qu'il était très fatigué. Il pensa avec un sourire que malgré tout, il avait passé un excellent moment, qu'il avait vu une ville magnifique et appris à utiliser la magie. Il s'était aussi fait quelques bonnes connaissances. Il se souvint de l'entraînement, alluma son téléphone et vit un message indiquant que l'entraînement pour quitter la forêt et se rendre en ville était terminé. Il reçut un sac en récompense et le message précisait qu'il était bien plus grand qu'il n'y paraissait au premier abord. Il réussit à faire entrer toute son épée dans ce petit sac et se dit qu'apparemment les gens transportaient souvent ce genre de choses ici. Il valait mieux ne pas utiliser son équipement devant les autres, donc ce sac lui convenait parfaitement. Il regarda son téléphone et se demanda quelle était la prochaine étape de son programme. Il vit que la prochaine tâche d'entraînement était de s'inscrire à la guilde des aventuriers. Ryoma fut heureux en voyant ça et pensa qu'il y avait même des guildes ici. Ça pour le coup, c'était un autre monde. Il était probablement déjà tard aujourd'hui. Il devrait attendre jusqu'à demain, mais il était déjà impatient. Le lendemain matin, il marchait dans la ville en pensant que la guilde devait se trouver quelque part par ici. Il trouva le bon bâtiment, entra à l'intérieur et fut surpris par ce qu'il vit, pensant que c'était une véritable guilde d'aventuriers. C'était incroyable. Roma le remarqua, lui fit un signe de la main et lui dit « Alors on se retrouve ici. » Il s'approcha de lui et demanda « Ça veut dire que tu es aussi un aventurier maintenant ?» Il répondit que non, qu'il n'avait même pas encore eu le temps de s'inscrire. Il lui montra une direction du doigt et lui dit de le suivre, qu'il allait l'aider. L'employé lui dit « Bienvenue à la branche de la guilde des aventuriers de la ville royaume de Philan. Je m'appelle René. Je suis chargé de l'inscription des nouveaux venus. Je dois vérifier votre statut pour vous ajouter à la liste. Vous devez poser votre main sur la boule magique. » Le protagoniste la regarda et pensa « Alors c'est ça ce truc. Avec ça, elle connaîtra mes caractéristiques et mes capacités. Dans ce cas, la vérité sur ma race sera immédiatement révélée. » Elle remarqua son hésitation et lui demanda « Quelque chose ne va pas. » Il lui demanda d'attendre un peu et pensa que s'il refusait, il ne pourrait pas terminer l'entraînement. Il soupira et lui dit de ne pas s'étonner du résultat. Il tendit la main en pensant qu'il n'avait tout simplement pas le choix. Dès qu'il toucha la boule, toute la salle de la guilde fut illuminée par une énergie éclatante. Il commença à être nerveux à ce sujet et les gens autour de lui se demandèrent « C'était quoi ça? Il s'est passé quelque chose ou j'ai rêvé? » Elle voulut lui demander quelque chose avec un air très inquiet mais très nerveux et lui demanda à voix basse de garder le secret. Elle se calma un peu et lui dit qu'il ferait mieux d'aller dans une autre pièce. Il s'assit sur le canapé dans la pièce où on l'avait conduit et pensa qu'il était content de ne pas avoir eu de problème particulier. Mais tout ça était quand même bien compliqué. René revint avec un homme qui se présenta comme étant Jamal, le chef de la guilde. Il ajouta « Bref, elle m'a dit qu'un demi-dieu voulait rejoindre ma guilde. » Le protagoniste le regarda et pensa qu'il savait que ça allait se terminer comme ça. Il s'approcha et dit un peu nerveusement qu'il devait vérifier si c'était vrai, si ça ne le dérangeait pas, bien sûr. Le protagoniste demanda s'il pouvait peut-être se passer des formalités. Elle montra la boule magique de la main et dit qu'il devait poser sa main sur cette boule. Elle montrerait des résultats plus précis. Il posa sa main sur la boule, et la pièce fut à nouveau remplie d'une lueur éclatante, ce qui le surprit énormément. L'homme s'agenouilla et s'exclama qu'il était accepté. Il allait lui délivrer une licence sur le champ. Déconcerté, le protagoniste lui dit de se relever. L'homme répondit à voix haute qu'il avait peur qu'il n'avait pas le droit de lui manquer de respect. René s'excusa et demanda si la présence d'une bénédiction divine pouvait vraiment être prouvée. Très probablement, il devait y avoir une sorte de marque sur son corps. Il commença à examiner son corps et se demanda « C'est vraiment le cas. » Il reçut une notification sur son téléphone. Il le sortit et pensa que c'était un message de Meshu. Dans ce message, il écrivait que sa marque divine se trouvait sur son omoplate. Il lut le message et pensa que cela lui semblait encore plus familier. Jamal pointa le téléphone du doigt et demanda d'une voix perplexe « C'était quoi ce truc? » Il répondit que c'était un don du Dieu qui lui avait accordé sa bénédiction ou quelque chose comme ça. La marque divine est située juste en dessous de son épaule. Du moins, c'est ce que Meshu avait dit. Elle était très excitée à ce sujet et demanda s'il pouvait la lui montrer. Il fallait qu'elle se calme un peu. C'était une femme après tout. L'avait-elle oublié seule lui pouvait regarder. Il ajouta qu'en effet, se déshabiller devant une fille était un peu honteux. Jamal le soutint bruyamment disant qu'elle devrait donc laisser ce monsieur tranquille et quitter la pièce. Vexée par cette remarque, elle sortit de la salle. Après quoi, il déboutonna sa chemise et montra son dos.
Il vit la marque et déclara qu'il n'avait plus aucun doute. Il déglutit l'aplat et lui demanda la permission de le saluer comme il se doit. Il plaça sa main sur son cœur et dit « Bienvenue dans la guilde ». Il ajouta qu'il contacterait immédiatement le quartier général pour demander une licence spéciale pour lui. Ryoma fut un peu surpris par cela et répondit qu'une licence ordinaire lui suffirait amplement. L'autre refusa, expliquant que leurs règles étaient très strictes. La guilde des aventuriers existait depuis plus de 800 ans. Elle a été fondée par Ryotaro Sumeragi, un apôtre du dieu de la création, et jouit toujours d'une autorité incontestée. Le jeune homme fut un peu surpris par ce qu'il venait d'entendre et demanda « Encore un demi-dieu ». Il pensa à l'air un peu confus quand, jugé par son nom, il était certainement japonais. René revint dans la pièce et s'excusa pour l'attente. Voici sa carte personnelle. Il commença à l'examiner et elle expliqua qu'elle lui donnerait accès à une gamme étendue de fonctionnalités. De plus, elle lui permettrait de communiquer avec les autres apôtres. La carte se mit à émettre une lueur vive. Un hologramme de Ryotaro apparut l'appelant « Nouveau demi-dieu » et se disant ravi de le rencontrer. Il ajouta « Tu as sûrement déjà entendu parler de moi. Je suis le fondateur de la guilde. » Le protagoniste le regarda avec une expression surprise en pensant « Alors c'est lui le fondateur de la guilde. Il est si jeune, mais on m'a dit que les demi-dieux ne sont pas immortels. » L'hologramme se mit à agiter les bras et demanda s'il pouvait l'entendre ou si la connexion était mauvaise. Gêné, il se présenta et dit qu'il était également ravi de le rencontrer. L'autre lui retourna la politesse et demanda « Tu es le nouvel apôtre, n'est-ce pas? Je compte sur une coopération à long terme. Au fait, quel genre de dieu t'as invoqué dans ce monde? » Il répondit que c'était Meshufim, le dieu du divertissement et du plaisir. L'autre, avec un air légèrement perplexe, lui dit sarcastiquement qu'il avait de la chance. Il continua. « Je ne peux rien dire. Il y a longtemps, j'ai fondé la guilde des aventuriers pour que les gens puissent nettoyer les donjons que mon dieu avait créés pour s'amuser. Ça a failli plonger le monde entier dans le chaos. » Il détourna le regard et dit qu'il semblait devoir y aller. « On se parlera une autre fois. » Il lui fit un signe de la main et avec un sourire amical ajouta « On se reverra. » L'hologramme disparut et il pensa que c'était une introduction pour le moins chaotique. Ce doit être un homme très occupé, se dit-il. Jamal déclara que la procédure d'inscription semblait terminée. Désormais, Renée serait son assistante personnelle. S'il avait besoin de quoi que ce soit, il pourrait la contacter elle ou lui directement. Le protagoniste accepta, puis commença à redescendre vers le hall, pensant que cela avait pris plus de temps que prévu. Romain était assis à table et lui lança « Tu es enfin libre, il y a eu un problème. On dit qu'il y a eu un tel remue-ménage qu'on a même appelé le psychopathe chauve. » Il s'approcha d'eux et dit que tout allait bien. On lui avait déjà donné une licence et il n'y avait eu aucun incident. L'autre répondit qu'il était content de l'entendre. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? » Il répondit qu'il allait probablement prendre une quête simple. Ils l'emmenèrent au tableau des quêtes et son ami lui dit que dans ce cas, il devrait commencer par la collecte d'herbes médicinales. La plupart de ces herbes poussent à la lisière de la forêt, donc tu auras vite fini. Si tu veux, je peux t'aider. Permy proposa également son aide et il les remercia tous les deux. Il regarda le tableau et dit « Tiens, il y a une quête pour capturer des monstres. » Elle demanda « Tu parles de la Freda Vogle. » Elle ajouta qu'il ne pourrait accepter cette quête qu'une fois son rang augmenté. Il ne comprit pas et Roma expliqua qu'il y avait un système de classement spécial dans cette guilde. Plus il accomplirait de quêtes, plus vite il atteindrait les meilleurs rangs. De plus le rang était élevé, plus les tâches étaient dangereuses et bien sûr la récompense était plus élevée. Ryoma répondit qu'alors il ferait de son mieux. Ses amis dirent que c'était un zèle louable et qu'ils allaient aussi tout donner. Ils s'approchèrent du comptoir. Il appela M. Himmel. « Je voudrais prendre cette quête. » L'homme appela les deux autres par leur nom et leur demanda s'ils voulaient aller capturer des monstres. L'un d'eux refusa pointant du doigt derrière lui et expliquant qu'aujourd'hui ils aidaient un ami. L'employé le regarda et demanda « Alors tu es nouveau ici ?» Il acquiesça, se présenta et dit qu'il venait tout juste de s'inscrire. L'employé fut très surpris par ce qu'il entendit et demanda « Attendez, c'est bien le même apôtre !» Il rit confus, acquiesça et se demanda si tout le monde était déjà au courant. Il s'est agenouillé et a dit à voix haute qu'il fallait attendre qu'il allait appeler un autre employé. Il se tenait à côté de lui et le regardait d'un air perplexe. Après quoi René est venu vers eux et s'est excusé pour l'attente. Il voulait prendre la quête de collecte d'herbes. Ils ont alors dû montrer leur carte personnelle. Le protagoniste pensa que s'il voyait de sa carte, il comprendrait immédiatement qui il était vraiment. Il voulait lui-même tout leur avouer. Mais il n'eut pas le temps de terminer sa pensée, car Roma se retourna et l'appela par son nom. Il finit sa réflexion et sortit sa carte de son sac. Tous deux la virent et furent très surpris. Ils se mirent à trembler sous le choc et elle lui souhaita bonne chance en disant que tout allait bien. Il s'approcha de lui, l'appela par son nom et lui demanda s'il était vraiment un demi-dieu. Il était très inquiet de ce qui s'était passé et demanda « C'est une mauvaise surprise. » Il s'excuse. Il ne voulait pas les tromper. Il pensait que très probablement il ne voudrait plus avoir affaire à lui maintenant. Peut-être même qu'il commencerait à le mépriser.
Il était sur le point de partir et demanda s'il ne valait pas mieux abandonner la quête. Il a nié et a dit qu'il se fichait de qui il était. Puisqu'ils avaient décidé de l'aider, ils iraient avec lui jusqu'au bout. Il en fut surpris, les appela par leur nom et dit qu'alors il comptait sur eux. Après cela, ils quittèrent la ville et il expliqua que c'était comme ça. C'était une longue histoire. Il était devenu un demi-dieu, mais n'était arrivé à Mer que récemment et ne comprenait pas grand-chose. Il manque d'expérience. Il leur a donc demandé de lui apprendre ce qu'il pouvait et savait. Il attendait nerveusement leur réponse et Roma accepta disant que s'il rencontrait des obstacles en chemin, il l'aiderait à les surmonter. Le protagoniste les remercia, leva le poing au-dessus de sa tête et déclara qu'il devait accomplir cette quête. Plus tard, ils arrivèrent dans une clairière et Permis dit que l'herbe dont ils avaient besoin avait des feuilles en forme de cœur. Il répondit qu'il avait compris et qu'il allait la chercher maintenant. Il s'avança en se disant qu'il ne devait pas oublier de regarder autour de lui, sinon les monstres pourraient le prendre par surprise. Il accepta, continua à cueillir des herbes et demanda s'il devait bien récolter 11 types d'herbes en 2 heures. Cela s'est avéré plus difficile qu'il ne le pensait. Ce serait beaucoup plus facile s'ils avaient une carte avec des indications. À ce moment-là, un monstre vola vers lui en poussant un grand rugissement. Il pensa que c'était mauvais signe car il avait laissé son épée dans son inventaire. Roma courut très vite vers lui, l'avertit du danger et repoussa le monstre d'un coup d'épée. Il se tourna vers lui avec un air inquiet et lui demanda s'il allait bien. Il regarda le monstre et dit que c'était un Fred Vogel, les mêmes monstres. Roma suggéra de s'enfuir d'ici, mais il cria qu'il était trop tard. Ils étaient encerclés. Permis se tenait sur le côté, lança un sort et libéra un courant de vent qui repoussa les monstres. Elle demanda « Est-ce que ça va ?» Il l'appela par son nom et dit qu'elle les avait sauvés. « Il maîtrise la magie de l'eau et peut attaquer, n'est-ce pas ?» Il répondit d'un ton inquiet qu'il n'était pas sûr de pouvoir s'en sortir. Il le regarda avec un sourire confiant et dit qu'il devait vaincre ces monstres ensemble. Ses paroles lui donnèrent de confiance. Il se calma et accepta. Elle les prévint qu'elle allait créer un courant de vent pour distraire les monstres et commença à lancer un sort. Il commença à créer de l'eau et pensa que s'il n'était pas assez prudent, il risquait de les toucher accidentellement. Il devait donc se concentrer. Après cela, Roma donna le signal et elle libéra immédiatement un courant de vent qui projeta les monstres au sol. Il courut vers les monstres qui tombaient et commença à les tuer avec des coups d'épée rapides. Il se retourna et appela le protagoniste par son nom. Il l'entendit et tira une multitude de balles d'eau qui touchèrent plusieurs monstres. Fous de joie, ils s'approchèrent de lui et dirent joyeusement qu'ils avaient réussi. Il les remercia d'un air confus et Roma dit le regard joyeux qu'il aurait dû voir avec quelle classe il avait vaincu ces monstres avec sa magie. Pouvait-il ajouter quelque chose? Ayant reçu son consentement, il lui dit d'être lui-même et de ne pas être timide. Après tout, c'est lui-même qui l'avait dit. Ils s'étaient battus côte à côte, donc à partir de maintenant, ils étaient considérés comme des camarades. Permis approuva en disant qu'il avait raison. Il fut heureux d'entendre cela et pensa avec un sourire qu'en effet, ils étaient maintenant camarades. Il dit « Alors c'est d'accord ». Après cela, ils retournèrent au bâtiment de la guilde. Il les remercia de nouveau et dit qu'il resterait à Thalès pendant un certain temps et qu'il passerait donc souvent à la guilde. S'ils avaient besoin de lui, ils pouvaient l'appeler sans hésiter. Roma accepta, lui fit un signe de la main et dit qu'il devait aller ailleurs. Elle répondit à son signe et dit qu'elle attendrait avec impatience leur prochaine rencontre. Il lui rendit son salut, leur dit au revoir et retourna dans sa chambre d'hôtel. Là, il s'assit sur le lit et se demanda comment se déroulait l'entraînement. Il ouvrit son téléphone et vit un message indiquant que la 12e étape, accepter et terminer une quête dans la guilde des aventuriers, avait été accomplie. La récompense était de 10 points divins et la compétence de récupération de mana. Le protagoniste a continué à faire défiler la liste des quêtes et s'est demandé s'il arrivait bientôt à la fin. Il a vu une très grosse récompense. Cette quête indiquait que la dernière étape consistait à se rendre au temple et à prier. Une récompense de 1000 points divins, la compétence portail de déplacement, une augmentation d'un point de sainteté, le titre de maître du jeu et une amélioration de maître du pas. Il a été surpris par ce qu'il a lu et s'est dit qu'il ne comprenait pas du tout pourquoi il avait besoin de tout ça. Peut-être qu'il devrait vérifier sur Internet. Il était écrit que les apôtres de la sainteté accomplissent de grands exploits et obtiennent la reconnaissance des croyants, ce qui augmente leur sainteté et leur pouvoir grâce auquel ils peuvent eux-mêmes devenir des dieux plus tard. Il a lu ça et s'est demandé si Meshoufim voulait vraiment faire de lui un dieu. Il préférerait rester un simple voyageur. Il devait quand même se rendre au temple. Après cela, il est entré dans le temple, a regardé autour de lui avec un air confus et s'est dit qu'il était bienvenu. Mais comment prier? Il devrait essayer de faire la même chose que tout le monde. Il s'est agenouillé et a mentalement demandé à Dieu de l'entendre. Soudain, il a été téléporté dans un lieu inconnu et s'est demandé où il était allé. Meshoufim était assis sur une colonne à côté de lui et lui a fait un signe de la main, l'a appelé par son nom et l'a salué. Ryoma s'est approché de lui et lui a demandé s'il était le dieu qui l'avait invoqué.
Ayant reçu une réponse positive, il a demandé pourquoi il l'avait invoqué dans ce monde. Il l'a regardé et lui a demandé « C'est ce que tu voulais toi-même, n'est-ce pas? » Alors j'ai aidé à réaliser ton souhait. Je veux juste bien m'amuser avec toi tout simplement parce que c'est moi. Tu peux t'amuser de tout ton cœur et moi je te regarderai et me réjouirai avec toi. On se reverra. Immédiatement après, il s'est retrouvé de nouveau dans le temple à lever la tête et à regarder sa statue. Il a acquiescé à lever la tête avec un sourire et a accepté de s'amuser de tout son cœur comme il le lui avait dit. Il a quitté le temple, a vu le message et s'est dit qu'il semblait vraiment le surveiller. Il a regardé les quêtes et a dit que l'entraînement était terminé. Il était temps pour lui de récupérer sa récompense. Dès qu'il l'a accepté, le téléphone dans sa main a commencé à émettre une lueur vive. Le téléphone dans sa main a disparu, laissant une marque magique sur sa paume. Il a été surpris et a demandé « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Le téléphone est réapparu dans sa main et il a pensé qu'il avait tout compris. Maintenant, il n'avait même plus besoin de faire d'efforts pour le récupérer. Il lui suffisait d'y penser. Il n'avait plus à s'inquiéter de perdre son téléphone. C'était très pratique. Il a regardé la fenêtre du système et s'est dit que maintenant il comprenait ce que signifiait le mot « amélioration ». Il allait voir ce qu'il y avait d'autre de nouveau. Il a ouvert l'onglet des quêtes et a constaté qu'il avait de nouvelles quêtes. Il avait maintenant des quêtes quotidiennes. Ce n'était pas difficile de s'y habituer. D'abord, il devait détruire 5 monstres. Il allait essayer de joindre l'utile à l'agréable et prendre une quête similaire à la guilde. L'entraînement était terminé. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Après cela, le protagoniste s'est rendu à la guilde et a accepté la quête de tuer 10 gobelins. Ensuite, il est allé dans la forêt, a tué plusieurs gobelins et s'est dit que d'en tuer quelques-uns était assez facile pour lui. Cependant, il n'aime pas extraire les pierres magiques de leur corps, mais il doit le faire sinon il ne terminera pas la quête. Soudain, il a entendu quelqu'un appeler à l'aide à grands cris juste à côté. Il l'a immédiatement entendu, a couru vers la voie et a vu un groupe de loups attaquant un jeune homme. Il a créé des balles d'eau et a attaqué ces monstres pour les effrayer. Il a couru vers lui et lui a demandé à voix haute « Ça va ». Il s'est dit qu'il devait avoir une potion de guérison quelque part. Il a sorti la potion de son inventaire et l'a versée dans sa bouche. Grâce à cela, ses blessures ont rapidement guéri et il s'est vite senti mieux. Quand il a repris conscience, il a dit qu'il était très reconnaissant pour son aide. Son nom est Ruin. C'est un voyageur novice. Le protagoniste a dit son nom et a ajouté qu'il n'y avait pas de quoi le remercier. Il a dit avec un sourire joyeux qu'il lui avait sauvé la vie et a demandé à être autorisé à le remercier en retour. Il a continué de refuser et l'autre a dit à haute voix qu'il ferait n'importe quoi pour lui. Il a pensé avec un air un peu confus que visiblement ce type n'allait pas le laisser tranquille. Il lui a alors demandé ce qu'il penserait de faire un jeu avec lui. Ayant reçu son consentement, il a commencé à sortir quelque chose de son sac en se disant que puisque les choses s'étaient passées ainsi, il allait faire d'une pierre 2 coups. Il avait juste besoin d'essayer quelque chose. La compétence maître du jeu est une partie du pouvoir du dieu du divertissement lui-même permettant de gagner n'importe quel jeu. Mais en cas de défaite, ce qui a été mis en jeu sera confisqué de force. De plus, grâce à cette capacité, on peut démasquer n'importe quel tricheur. C'est à lui de décider s'il veut l'utiliser ou non. Il a sorti une pièce de monnaie et a dit avec un sourire qu'il proposait de jouer à pile ou face. Les règles sont simples. Il faut deviner si la pièce tombera sur pile ou sur face. Il a attrapé la pièce et a demandé ce qu'il pariait. Ruin a choisi pile, mais lui a choisi le contraire et a utilisé sa compétence. Après ça, il a levé la main qui couvrait la pièce et a dit qu'il pensait avoir gagné. L'excitation s'éveilla en lui et il demanda s'il pouvait rejouer. Ryoma accepta et pensa qu'il avait compris le fonctionnement. C'est tombé sur pile, mais il a réussi à le changer en face. Il s'avère que l'issue du jeu ne dépend que de lui. Maintenant, il va essayer de gagner 5 fois d'affilée. Ça lui donnera l'occasion de voir s'il peut jouer contre lui-même. Il a demandé pourquoi il ne pariait pas quelque chose. Il parie une pierre magique. L'autre n'y vit aucun inconvénient et dit qu'il parierait alors une poignée d'herbes médicinales. Après ça, il a choisi Pile et a lancé la pièce. Il a montré la pièce et a dit que c'était tombé sur Pile. Il a gagné. Juste après, une pierre magique est apparue dans les mains de Ruin, celle qu'il avait pariée. Il a dit que c'était la pierre même sur laquelle il avait misé. Il pensa que c'était ce que ça signifiait. La condition serait annulée de force. La pierre elle-même tomba dans ses mains. Cette capacité, une arme à double tranchant, doit être utilisée avec sagesse. Il le remercia pour le jeu et dit qu'une telle gratitude lui suffisait amplement. Il fut surpris et demanda à voix haute « C'est tout ». Il refuse. Ce n'est pas assez. De plus, il a aussi reçu une pierre magique. Il a dit qu'il pouvait se calmer. Il valait mieux pour eux de retourner en ville. Après ça, ils sont tous les deux retournés au bâtiment de la guilde où il a donné les cristaux magiques comme preuve du meurtre des gobelins. Rohan l'appela et lui demanda s'il avait déjà fini son rapport. Voudrait-il déjeuner avec lui? Il accepta. Après quoi, il commanda plusieurs plats et dit que la nourriture ici est délicieuse. De plus, les chambres ne sont pas chères.
Cette auberge est une vraie trouvaille pour les débutants comme lui. Le protagoniste dit que c'est merveilleux. Alors peut-être qu'il ne cherchera pas une autre auberge et qu'il restera ici. Il a demandé s'ils pouvaient partager le loyer de la chambre. Après ça, ils sont allés dans leur chambre et se sont assis sur leur lit. Il sortit son téléphone et pensa qu'il pouvait maintenant récupérer les récompenses des quêtes. Il avait accumulé beaucoup de points divins et voulait améliorer son pouvoir magique. Ça avait attiré l'attention de l'autre, il l'appela et lui demanda ce que c'était. Était-ce une sorte d'appareil magique? Il acquiesça et pensa que par appareil magique, il voulait dire ce qu'ils utilisent à la guilde. Il dit avec une intonation surprise qu'il voulait aussi s'acheter quelque chose comme ça. Il eut une idée et demanda avec un sourire. Alors que dirais-tu d'un travail à temps partiel, Ruin ne comprit pas et demanda ce qu'il voulait dire. Il a dit que c'était une sorte de quête. Il chasserait des gobelins et il en extrairait les pierres magiques. Ensuite, il les vendrait et se partagerait les bénéfices à parts égales. Il accepta avec une expression joyeuse et dit qu'il avait justement besoin de mettre à jour son équipement, donc il ne pouvait pas refuser une telle offre. Il en fut heureux et dit qu'il commencerait alors dès demain. Après ça, il s'est endormi et l'autre regardait les quêtes sur son téléphone en pensant que le matin, il irait immédiatement chasser. Vu qu'il avait accumulé tant de points divins, ce serait bien d'acquérir de nouvelles compétences, la magie du feu du vent et de la terre. Et en même temps, il augmenterait un peu son mana. Juste après, il sentit de l'énergie dans son corps et fut surpris de penser qu'il pouvait littéralement sentir sa force grandir. Il semblait que ce serait suffisant pour le moment. Son attention fut attirée par une application appelée le Jardin des Fées. Il ouvrit cette application et dit avec surprise que ça ressemblait à un jeu mobile. L'application avait des onglets tels que la liste des fées, le gacha l'inventaire et la boutique. Il regarda et dit qu'il avait un tirage gratuit. Apparemment, c'est un peu comme un Tamagotchi non. Il l'utilisa et obtint un roi des fées de niveau 1 sans nom. Il en était content et dit qu'il devait être très rare. Comment devrais-je l'appeler? Il y réfléchit. À partir de maintenant, son nom est Fenon. Il remarqua la réaction joyeuse du roi des fées et dit qu'il semblait aimer ce nom. Il veut lui donner quelque chose. Est-ce l'herbe de l'île des fées? Elle apparut devant lui et il demanda surpris. « Attends, je peux vraiment avoir ça. Est-ce que je peux lui donner quelque chose en retour? » Il était si heureux. Au fait, ce ne serait pas Yggdrasil par hasard. Le lendemain matin, Rohan se réveilla et lui souhaita le bonjour. Le protagoniste fut très surpris en entendant ça et se demanda s'il avait vraiment joué à ça toute la nuit. Après ça, ils quittèrent l'auberge et il dit qu'il allait tuer des gobelins. Il lui dit au revoir et ajouta que pour l'instant, il allait faire quelques courses en ville. Plus tard, il arriva dans la forêt et pensa que la carte indiquait les endroits où les monstres se rassemblaient. Il doit y avoir un nid de gobelins parmi eux. Il arriva au bon endroit, vit les gobelins et se dit que c'était exactement ce qu'il lui fallait. Il pensa qu'il y avait pas mal de gobelins ici, mais ils étaient tous plutôt faibles. Il allait essayer de les rassembler en un seul endroit et de les frapper d'un seul coup. Il lança plusieurs projectiles magiques et tua 2 gobelins. Le reste des monstres courut immédiatement vers lui et il pensa qu'ils étaient tombés dans le panneau. Dès qu'ils se sont approchés, il a utilisé sa magie et a créé de nombreux pieux sortant du sol avec lesquels il a immédiatement tué une grande foule de gobelins. Il pensa avec un sourire que c'était très facile. Il a été très surpris en remarquant un énorme monstre parmi eux et a demandé à voix haute « C'est une sorte de boss ». Cet énorme gobelin a poussé un cri strident et a rapidement couru vers lui. Il a levé la main et a dit d'une voix forte qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Il a libéré un très puissant courant de vent qui a projeté le monstre loin de lui infligeant de très graves blessures. Avec cette attaque, il a tué le gobelin et a demandé « C'est tout ». Il était déjà effrayé. Il a sorti son téléphone et a dit qu'il s'occuperait des cadavres plus tard et qu'il les laisserait dans son inventaire pour l'instant. Ce grand gobelin s'était-il transformé en hobgoblin? S'il laissait le nid intact, encore plus de gobelins apparaîtraient, ce qui serait lourd de conséquences. Il allait devoir s'en occuper pour le bien de tous. Pour en finir une bonne fois pour toutes, il utiliserait le pouvoir qu'il avait reçu la veille. Il a lancé une magie divine sur une grande zone devant lui. Auparavant, il avait reçu une notification indiquant que la magie divine pouvait créer un flux de lumière capable de repousser n'importe quelle attaque et de guérir les blessures et les maladies graves. De plus, avec cela, on peut sanctifier n'importe quel lieu et aucun monstre n'osera y entrer. En vérité, c'est un pouvoir que seuls les dieux peuvent manier. Il a regardé la scène avec stupéfaction et a dit que cet endroit était maintenant sacré. Même l'air était devenu plus pur. C'est excellent. Il a donc terminé la quête et a reçu la télékinésie en récompense. Il devait l'essayer immédiatement. Avec cette compétence, il a soulevé son épée dans les airs et a dit avec surprise que son épée flottait dans les airs. Il s'avère qu'il suffit d'imaginer comment son pouvoir magique enveloppe l'objet. Après cela, il a commencé à faire tournoyer l'épée très rapidement et l'a plantée dans un arbre. Il a continué à manier l'épée avec une expression joyeuse sur le visage, pensant que c'était vraiment très amusant. Maintenant, il pouvait se battre sans même toucher son arme. Il a remarqué qu'il commençait à faire nuit et a dit qu'il était temps d'arrêter pour la journée. Le lendemain, il est venu dans la forêt avec Ruin et lui a dit qu'il devrait s'arrêter quelque part par ici.
Il a sorti son téléphone, a fait apparaître un grand nombre de corps de gobelins et a dit qu'ils allaient travailler ensemble pour finir plus vite. Après cela, ils ont commencé à extraire les pierres magiques des corps des gobelins. Il a regardé sur le côté et a demandé avec surprise « Ça, c'est un hobgoblin, n'est-ce pas ?» Ryoma a confirmé en disant que c'était ses nids qu'il avait détruits. Il a demandé surpris. Apparemment, c'était un aventurier chevronné, n'est-ce pas? Il s'était occupé seul de toute une horde de monstres. Il a dit que ce n'était pas difficile du tout. Il s'était simplement tenu à distance et avait utilisé la magie. Il était toujours émerveillé et a dit que c'était quand même incroyable. Il a aussi senti qu'il avait un peu faim. Il a dit qu'il avait cueilli quelques baies en chemin. Il pouvait les manger. Quand ils ont terminé, il a commencé à s'échauffer et a dit qu'ils avaient enfin fini. Il ne restait plus qu'à se rendre en ville et à vendre la marchandise à la guilde. Ruin a dit qu'il n'osait même pas imaginer combien d'argent ils allaient recevoir. Après cela, ils sont arrivés à la guilde et l'employé leur a annoncé qu'ils avaient reçu au total 2132 binas. Le protagoniste lui a donné la moitié de cette somme en lui disant que c'était sa part. Il l'a remercié d'une voix joyeuse, disant qu'avec cette somme d'argent, il pourrait renouveler tout son équipement. Jamal l'a appelé et lui a demandé s'il pouvait lui parler un instant. Il avait quelque chose d'important à lui dire. Il a accepté et s'est demandé ce qui s'était passé. Il semblait que l'affaire était vraiment sérieuse. Il s'est tourné vers Ruin, s'est excusé et a dit qu'il ne pourrait pas l'attendre. Il serait en retard. Après cela, ils sont entrés dans la pièce et il a demandé de quoi il voulait parler. Il a dit qu'ils avaient reçu une lettre du roi Ruilo. Il attendait avec impatience de le rencontrer. Il a été très surpris par cette nouvelle et a pensé « Il a bien dit le roi ». Il a demandé « Sa Majesté souhaite me voir ». Il a demandé « Daigne-t-il accepter ?» Le protagoniste a demandé « Ai-je le choix ?» Il a répondu qu'en général, en tant que demi-dieu, son statut était effectivement supérieur à celui des rois. Il a pensé que même si c'était le cas, il serait impoli de refuser. S'il voulait vivre et travailler paisiblement dans ce royaume, il valait mieux ne pas contrarier son souverain. Il allait quand même devoir le rencontrer. Il a accepté cette rencontre et a demandé « Que diriez-vous d'après-demain vers midi ?» Il s'est dit qu'il aurait besoin d'un peu de temps pour rassembler son courage. Jamal a dit avec un sourire qu'il s'occuperait de tout. Il devait venir à la guilde quand il serait prêt. Il s'est incliné à accepter et a dit qu'il était très reconnaissant pour l'aide. Il marchait dans une rue de la ville en pensant qu'une audience royale était un événement très important. Il est arrivé à une auberge et un employé lui a demandé s'il cherchait le jeune homme avec qui il était la nuit dernière. Ce monsieur l'attendait à l'étage. Il est entré dans la chambre où il dormait déjà et a pensé qu'il avait même loué une chambre pour eux. C'était un geste très aimable de sa part. Le lendemain matin, il s'est réveillé et a demandé « Au fait, qui est-il » Il n'avait jamais vu le chef de la guilde s'adresser à quelqu'un avec autant de respect. Ryoma a commencé à sortir sa carte de son sac en pensant qu'il valait mieux lui dire la vérité tout de suite. Il a été très surpris en la voyant et a demandé d'une voix choquée « Alors c'est lui le nouvel apôtre ?» Il a ri confus et a dit qu'il n'y attachait pas beaucoup d'importance. Ruin était très nerveux face à cette information et l'a bruyamment qualifié de grand apôtre. Il a répondu qu'il n'y avait pas besoin de telles formalités. Il pouvait s'adresser à lui comme avant. Après tout, ils étaient désormais amis. Les larmes commencèrent à monter aux yeux de Ruin et il dit que si l'autre le traitait comme un étranger, il se sentirait très seul. Il ne pouvait pas supporter ça. Il a accepté d'un ton fort en disant qu'il ne fallait juste pas le regarder comme ça. Il en fut heureux et demanda si à partir de maintenant, il l'appellerait par son nom. Ça ne le dérangeait pas, n'est-ce pas? L'autre a accepté bruyamment à condition que Ruin l'appelle aussi par son nom. Il a accepté et a demandé s'il pouvait aller manger quelque chose. Ruin a répondu qu'il serait ravi, mais qu'il y avait d'abord quelque chose à faire. Après ça, ils sont arrivés à la boutique d'armes et le protagoniste a dit avec surprise qu'il y avait tellement de choses ici. Il n'en croyait pas ses yeux. Il s'est approché du râtelier d'épée et a demandé s'il pouvait l'aider à choisir son équipement. Il a accepté et a pensé que pour être honnête, il était tout simplement stupéfait par le choix qu'il y avait. Ruin a commencé à regarder différentes épées et l'autre s'est approché pour lui demander si quelque chose lui plaisait. Il s'est tourné vers lui et a dit qu'il n'arrivait pas à décider quelle épée acheter. Il a dit d'un air songeur qu'il ne s'y connaissait pas vraiment. Quelqu'un s'est approché d'eux, a pointé sur le côté et a dit qu'il vaudrait mieux prendre cette épée-là. Ils se sont tournés vers lui. Il était content en voyant Roma et lui a demandé s'il cherchait aussi une nouvelle arme. Ce dernier a acquiescé et a dit que son ancienne épée s'était brisée en combattant les orques. Il les a présentés l'un à l'autre, disant que c'était un aventurier et son bon ami. À ce propos, pourrait-il l'aider à choisir un équipement? Il n'était tout simplement pas sûr de pouvoir s'en charger lui-même. Il a accepté et a dit que s'il était à sa place, il prendrait un petit bouclier rond ou des brasseurs en fer. S'il préférait se défendre, il valait mieux prendre un bouclier. Et s'il préférait attaquer, alors les brasseurs. Ruin a choisi les brasseurs de le remercier pour le conseil et a dit que c'était super qu'il allait les acheter. Puis le protagoniste a regardé ses propres brasseurs et s'est dit qu'il pourrait lui aussi en utiliser des neufs. Les siens étaient complètement usés.
Il a dit avec un sourire qu'il n'avait pas assez d'argent pour ça. Il les achèterait quand ceux qu'il avait tomberaient complètement en morceaux. Roma a dit avec un sourire qu'il devait alors l'autoriser à lui faire un cadeau pour avoir aidé son ami. Le protagoniste a été surpris par cela et a dit que ce n'était pas la peine. Il n'a pas écouté et a dit qu'il devait avoir un équipement fiable. Il ne voulait pas que son ami soit blessé. Il a accepté avec un air confus et l'a remercié. Ensuite, il s'est approché de Ruin et lui a dit d'acheter quelques fioles de potions de soins. Il devait les utiliser à bon escient. Ruin l'a remercié et a dit qu'il ne les gaspillerait pas bêtement. Ils sont partis de là. Il a interpellé Roma et lui a demandé s'ils allaient manger un morceau. Voudrait-il se joindre à eux? Il a accepté et a dit qu'il avait un endroit fantastique en tête. Il devait retrouver Perm et y aller. Après ça, ils l'ont retrouvé et sont arrivés à l'endroit où ils comptaient aller. Ils se sont assis à une table. Roma a commencé à regarder autour de lui et a dit que c'était plutôt confortable ici. Il a ajouté que pour être honnête, il se sentait même un peu mal à l'aise d'être assis là. Il a commencé à regarder le menu et a pensé que pendant son séjour à Myre, il avait remarqué que les tavernes locales servaient principalement de la viande. Je me demande ce qu'il propose ici. Il a remarqué les onigiris, a été très surpris en les voyant et a demandé à voix haute « C'est quoi ça ?» Il en fut surpris et demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» De quoi était-il si étonné? Permy s'attendait à cette réaction Harry d'un air satisfait et a dit qu'elle ne doutait pas qu'il apprécierait le caractère unique de ce plat. Après tout, il a été créé par l'apôtre Hana Higuchi. Elle a inventé de nombreux plats différents à fonder ce restaurant et a gagné beaucoup d'argent. Il a continué à regarder le menu en se demandant « Alors elle est aussi japonaise? Maintenant, je comprends d'où viennent les onigiris. » Plus tard, ils ont commandé à manger et leurs plats leur ont été apportés. Ils ont été très surpris en voyant les plats qu'ils avaient commandés. Roma a dit que c'était tout simplement incroyable. Ruin a aussi commencé à manger et a demandé « Ce steak est si tendre. C'est vraiment de la viande. » Elle a dit que ce sandwich était aussi incroyable. Le protagoniste, avec une expression satisfaite, a commencé à manger en pensant qu'il n'arrivait pas à croire qu'une nourriture aussi délicieuse soit préparée dans ce monde. Il a dit que les pâtes étaient délicieuses. Elle a dit que Hana était un génie. Les autres étaient également ravis de leur plat et il a pensé avec un sourire qu'il semblait très content. Il aurait aimé qu'il y ait plus de moments agréables comme celui-ci. Il l'a interpellée et lui a demandé au fait ce qu'elle avait fait aujourd'hui. Pemi a répondu qu'elle avait étudié la magie sacrée au temple. Pour autant qu'elle sache, elle pouvait guérir n'importe quelle maladie. Roma a dit que dans ce cas, il pourrait se battre de toutes ses forces pour la protéger. Elle a l'air un peu inquiète, lui a seulement demandé de ne pas se surmener. Rowan a soupiré et a dit qu'il aimerait avoir des camarades comme eux. Il a demandé « Alors pourquoi ne pourrait-il pas se joindre à eux ?» Surpris, il a demandé si c'était possible étant donné qu'il était un débutant. Il a répondu avec un sourire qu'eux aussi avaient été des débutants, donc il n'y avait aucun problème. Ensemble, ils y arriveraient. Il était incroyablement heureux d'entendre ça et a déclaré à voix haute qu'il était très reconnaissant et qu'il ferait de son mieux. Le protagoniste a écouté cela avec un air joyeux pensant qu'il était si attentionné et sensible. Perry s'est souvenu de quelque chose, l'a interpellé et lui a demandé s'il maîtrisait la magie divine. Seuls les apôtres peuvent l'utiliser. La magie divine ne guérit pas seulement les blessures, elle élève aussi les malédictions. De plus, elle a entendu dire qu'avec son aide, on pouvait invoquer des anges et ressusciter les morts. Ryoma était très surpris par ce qu'il venait d'entendre et a demandé s'il pouvait vraiment faire une chose pareille. À leur grande surprise, les gens assis à proximité ont commencé à en discuter. Ryoma s'est levé de table et a dit qu'ils étaient assis depuis un moment. Il a demandé à prendre congé. Après cela, ils se sont rendus dans un endroit désert. Elle s'est excusée disant qu'elle n'aurait pas dû mentionner ça en plein restaurant. Il se tenait à côté et s'est excusé lui aussi. Il a dit calmement qu'ils pouvaient se calmer. Ils n'étaient pas en colère du tout. Ils n'avaient pas besoin de s'en inquiéter autant. Puisque les choses avaient tourné ainsi la prochaine fois, elle lui montrerait un autre bon café. Elles étaient contentes de cette idée. Elle a accepté et a dit qu'elle commencerait les recherches dès que possible. Il a dit qu'il avait des projets pour demain, mais il n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle a déclarée avec un sourire que dans ce cas, elles iraient en mission toutes les deux. Il leur a souhaité bonne chance et elles lui ont dit au revoir. Il leur a fait un signe de la main en pensant que la journée avait été stressante mais amusante et qu'il ne restait aucune trace de son appréhension concernant la réunion à venir. Maintenant, il était parfaitement calme. Le lendemain, il est arrivé au bâtiment de la guilde, s'est changé et a constaté avec surprise qu'il lui avait même préparé des vêtements. René a dit que ça lui allait très bien. Il était temps pour eux de partir. Il était un peu nerveux pensant que sa première audience aurait lieu très bientôt. Il devait se montrer sous son meilleur jour. Quelque temps après, ils sont arrivés, sont sortis de la calèche et elle a annoncé qu'ils étaient arrivés. C'était le bâtiment du Parlement où la réunion allait se tenir. Il a regardé par la fenêtre de la calèche et a dit que c'était impressionnant. De nombreux serviteurs alignés le long de la route se sont inclinés et ont salué simultanément le grand apôtre. L'un d'eux a dit qu'il s'appelait Gallo. Il était chargé de les accompagner. Il leur a demandé de le suivre.
Le protagoniste, l'air inquiet, a demandé si on ne l'accueillait pas avec un peu trop de faste. Jamal marchait à côté de lui et a expliqué qu'il était un demi-dieu. Telle était la coutume. Ils sont arrivés dans la salle. Un serviteur a tiré une chaise pour lui et l'a invité à s'asseoir. L'homme qui se tenait dans la salle a dit qu'ils étaient sincèrement reconnaissants au grand apôtre de les honorer de sa présence. Il s'est présenté comme étant Maurice Gayford, chef de la Maison de la Terre et également représentant de Sa Majesté. Un autre homme a dit qu'il était le duc Sanamaru, chef de la Maison Sanson. Jamal s'est présenté à son tour et a dit qu'il était le chef de la branche de la guilde des aventuriers de la ville. Puis il a présenté René. Ils accompagnaient l'apôtre. Le protagoniste a écouté et s'est dit qu'il semblait que c'était à son tour de se présenter. Il a donné son nom et a dit qu'il avait reçu la bénédiction du dieu Mishufim. Ils ont été un peu surpris en entendant cela. Jeffer a sorti un parchemin et a dit que le roi avait ordonné qu'un message lui soit transmis. Il a pris le message et y a lu que le souverain actuel de Philandruilo lui souhaitait la bienvenue. Accueillir l'apôtre dans ce royaume était un grand honneur pour lui et tous ses sujets. Il demandait donc qu'un accueil digne de son rang lui soit réservé. Il le priait humblement de bien vouloir visiter son palais un jour et espérait timidement pouvoir établir une solide amitié avec lui. Il espérait qu'il apprécierait son séjour dans la région autant qu'il le souhaitait lui-même. Sanamaru a apporté divers objets, les a posés sur la table et a dit que c'étaient des cadeaux de la part de Sa Majesté. Il a été très surpris par ce qu'il a vu et a demandé s'il pouvait vraiment accepter tout cela. Ils ont acquiescé. Il a sorti son téléphone, les a remerciés et a dit que dans ce cas, il ne resterait pas en reste non plus. Il a sorti des objets de son inventaire et a expliqué que c'étaient des herbes de l'île des fées, des feuilles tombées de l'arbre-monde et de fines branches. Il pouvait aussi prendre une fiole de potion de soins. Ils ont tous été très surpris en voyant ces objets, et le duc a dit qu'il était certain que le roi serait très heureux de recevoir ces trésors inestimables. Ryoma a demandé s'il pouvait leur dicter une lettre. Ayant reçu leur consentement, il a dit qu'il était reconnaissant au roi Ruilo pour son invitation et ses généreux cadeaux. Il a promis de se rendre bientôt dans la capitale. Il lui enverrait également un cadeau en retour en signe de sa gratitude. Goff a fini d'écrire la lettre, s'est incliné et a dit qu'il jurait de remettre sa lettre à Sa Majesté, quoi qu'il en coûte. Il s'est incliné à son tour, l'a remercié et a dit qu'il semblait que le moment était venu de prendre congé. Après cela, ils sont allés dans le salon de réception. Il a pris une profonde inspiration et a avoué qu'il avait été très nerveux. Jim souriant déclara qu'il devait reconnaître s'être bien comporté. Au fait, René demanda s'il pouvait voir le contenu des parchemins qui accompagnaient les cadeaux du roi. Il accepta. Après quoi, il commença à les examiner et dit que ce document accorde à son propriétaire le droit d'acheter un manoir au centre de la capitale royale. Et celui-ci, l'usage d'une machine volante magique. Le troisième document est un accord. Le troisième document attira son attention. Il y était écrit qu'il était reconnu comme apôtre divin et que sa sécurité était garantie sur le territoire de Philan. De plus, toute manifestation d'hostilité à son égard serait considérée comme une insulte directe à toute la famille régnante. En d'autres termes, Sa Majesté lui accordait son soutien total et inconditionnel. Le protagoniste fut très surpris par cela et pensa qu'à partir de maintenant, le destin du royaume était étroitement lié au sien. Toutefois, il n'était pas sûr d'être prêt à endosser une telle responsabilité, car cela demandait d'être sérieux. Il reçut un message de Meshu, lui disant qu'il lui donnait sa bénédiction pour qu'il s'amuse autant qu'il le voulait et qu'il ne devait donc pas accorder trop d'importance aux événements. De toute façon, rien de terrible n'arriverait. Il lui en donnait sa parole. À la lecture de ce message, il se calma et se dit qu'il n'allait pas trop y penser. Il le remercierait plus tard. Pour l'instant, il pouvait continuer à s'amuser. Il demanda « On peut rentrer maintenant ». René acquiesça et dit qu'elle allait faire venir une calèche. Elle lui demanda s'il comptait faire quelque chose en rentrant. Il répondit qu'il aimerait se rendre à un certain endroit. Peu après, ils arrivèrent au siège de la Guilde des marchands. En entrant, il se dit que le roi faisait vraiment tout son possible pour lui faciliter la vie. Puisqu'il lui avait si généreusement donné de l'argent, il allait s'acheter une maison. Il fut accueilli par un homme qu'il salua avec un sourire et se présenta comme étant Marunish, le chef de la Guilde des marchands. Il l'appela par son nom et par son titre d'apôtre, ajoutant qu'il était ravi de le rencontrer. Le héros se crispa un peu et lui demanda s'il le connaissait. Il répondit qu'être bien informé est la qualité la plus importante pour un marchand. Comment pouvait-il l'aider? Il expliqua qu'il souhaitait acheter un terrain ou une maison. L'homme répondit qu'il devait d'abord discuter de ses envies et de son budget. Il lui demanda donc de le suivre. Il étala plusieurs plans sur la table et expliqua qu'il avait demandé qu'on lui propose plusieurs options. Il les examina et se dit que cette maison de 3 étages avec un jardin 20 pièces et un grand sous-sol correspondait parfaitement à ses attentes. Il tendit le document et déclara qu'il allait probablement s'arrêter sur ce choix. Surpris, l'homme lui demanda s'il avait décidé si rapidement. Le héros répondit avec un sourire qu'il ne valait mieux pas remettre à plus tard l'achat de choses qui ont de la valeur. De plus, ce magnifique manoir ne coûtait que 6 lingots. Marunish ajouta que s'il le souhaitait, il pouvait lui trouver des domestiques. Apparemment, chacun d'eux pouvait être payé 6 cents bas, ce qui représentait un salaire très respectable.
Ryoma demanda alors de lui trouver 2 servantes, un intendant et un majordome. Leur salaire mensuel serait de 1000 benas par personne. Il accepta, puis ils quittèrent le bâtiment. Il appela une calèche et dit qu'il allait maintenant lui faire visiter la propriété. Ils arrivèrent à destination. Il descendit de la calèche et le remercia pour sa patience. Voici votre nouvelle propriété. Il fut très surpris en la voyant. Ils commencèrent ensuite la visite et le héros s'exclama que c'était tout simplement magnifique. Ça lui plaisait beaucoup. De plus, la décoration était sublime. Marunich se dit flatté par ces paroles. Toutes les maisons qu'ils vendent se doivent d'être confortables, lumineuses et propres. C'est leur principe fondamental. Les domestiques arriveront dès demain. Une fois parti, le protagoniste s'assit sur le canapé et se dit qu'il avait enfin son propre foyer. Il reçut un message de Meshu lui disant que s'il aimait ce manoir, pourquoi ne pas y installer un téléporteur? L'application Travelgate permet de définir des points de téléportation à n'importe quel endroit qui vous arrange. Cependant, il devait faire attention à ne pas trop s'en éloigner. En lisant cela, il se dit qu'il avait complètement oublié qu'il possédait une application aussi géniale. Il aurait dû l'utiliser plus souvent, mais d'un autre côté, s'il l'avait fait, il n'aurait probablement pas pu aider Ruin. Donc tout était pour le mieux. Le lendemain matin, Marunich vint le voir, lui souhaita le bonjour et lui annonça qu'il avait amené les domestiques comme promis. Géon de Mariana Rouam et Maria s'inclinèrent devant lui et déclarèrent d'une voix forte qu'ils étaient ravis de le rencontrer et lui demandèrent de bien vouloir prendre soin d'eux. Il leur tendit un contrat et expliqua que toutes les conditions d'emploi y étaient spécifiées. Il s'empressa d'ajouter que tous les employés étaient soumis à un accord de confidentialité. Le héros déclara que premièrement, il demandait à chacun de se familiariser avec la disposition du manoir et l'emploi du temps quotidien. 6 heures du matin, lever et préparation du petit déjeuner. 7 heures du matin, petit déjeuner, achat des provisions et préparation du déjeuner. Midi déjeuner, exécution de diverses tâches, nettoyage, préparation du dîner. 6 heures du soir, dîner. Après le nettoyage, les domestiques auront leur temps libre. Ils prendront le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner juste après le maître. De plus, ils auront 3 pauses dans la journée à 9 heures, du matin l'après-midi et à 15 heures. Gonas fut très surpris et demanda à voix haute, jusqu'à 3 pauses. Il acquiesça et demanda « C'était différent avant ». Gonas répondit qu'avant, il devait travailler du petit matin jusque tard dans la nuit jusqu'à ce que les maîtres aillent se coucher. Ils n'avaient presque pas le temps de se reposer. Le maître dit que c'était terrible et inadmissible. S'ils étaient fatigués ou malades, il valait mieux qu'ils se reposent. Il n'y avait pas besoin de se forcer à travailler. Ils s'inclinèrent tous devant lui et le remercièrent bruyamment. Après quoi, ils commencèrent à effectuer diverses tâches dans le domaine. Le soir, Realma s'assit sur le canapé et pensa à quel point c'était merveilleux d'avoir des serviteurs aussi dévoués. Il pouvait leur confier la majeure partie du travail et se reposer. Il devrait aller voir le jardin des fées et s'occuper de ses tâches quotidiennes. Peut-être devrait-il accomplir une quête. Il fut un peu surpris en voyant une quête liée au donjon et pensa « C'est ce que Meshim crée, n'est-ce pas? Si c'est un défi, alors je suis prêt à le relever. » Le lendemain, il prévint les serviteurs de son absence. Maintenant, il pouvait y aller. Il partit avec les autres aventuriers, remarqua quelque chose et demanda ce que c'était. Il pensa que cela ressemblait à une colonne de temple. C'est donc ça l'entrée du donjon. Les gens passent à travers. Il traversa la colonne, se retrouva dans une grotte et commença à regarder autour de lui. C'est alors qu'il reçut un message. Le dieu avait écrit « Bienvenue dans mon donjon. Je l'ai un peu amélioré. » Désormais, il crée des ressources, des objets et des monstres en absorbant l'énergie instable du monde qui s'effondre. En gros, tu peux t'amuser. Le protagoniste pensa que ça semblait un peu dingue, mais il décida de ne pas trop y penser. Il s'avança dans le donjon, pensant que ça ne ferait pas de mal de jeter un bon coup d'œil d'abord. Un monstre énorme vola dans sa direction, mais il le remarqua immédiatement. Il libéra un puissant courant de vent qui le tua sur le champ. Des objets apparurent au-dessus du corps du monstre tué, et il se dit avec surprise qu'il n'aurait même pas à les ramasser lui-même. Il allait récupérer le butin et continuer à avancer. Après cela, il s'enfonça plus loin. Tua des monstres trouva un coffre et se dit qu'il avait déjà ramassé pas mal de choses. « C'est quoi ce bordel? » Soudain, le cadavre d'un aventurier tomba à côté de lui et il fut terrifié par ce qu'il vit. Il s'enfuit immédiatement très loin, s'arrêta dans un endroit sûr et respira bruyamment à cause du stress et de la fatigue. « C'est de ça que je suis censé profiter, » pensa-t-il avec une mine mécontente. « Peut-être que ça suffit pour aujourd'hui. » Il avait eu si peur qu'il avait couru sans regarder où il allait. Il entendit des bruits forts et pensa qu'il devait sortir d'ici rapidement. Il fut très heureux quand il vit un groupe d'aventuriers sur son chemin. Il courut vers eux, s'excusa et leur demanda s'ils pouvaient lui indiquer la sortie. L'un d'eux demanda d'un air contrarié « T'es entré dans le donjon quasiment sans équipement. Tu voulais mourir ou quoi? » Il répondit qu'il descendait ici pour la première fois. L'aventurier se calma un peu en entendant cela et demanda « Alors t'es un débutant? On s'apprêtait à partir de toute façon, alors on va t'aider à sortir. Par contre, la prochaine fois, prends une carte avec toi. » Il fut très surpris par ce qu'il entendit et pensa «
Ah oui, j'ai une carte. Il l'avait complètement oublié. Un autre gars s'approcha, interpella le râleur et lui dit d'arrêter de se plaindre. Il salua le nouveau et se présenta. Je m'appelle Chion et lui c'est Seldion. Et à côté de lui c'est Riord. Au fait, comment tu t'appelles? Il donna son nom et dit qu'il était enchanté de les rencontrer. Il pensa que d'errer seul dans le donjon était effrayant et qu'il devrait les accompagner. Plus tard, ils sortirent du donjon et il les remercia pour leur aide. Il sortit quelques pièces d'or et leur demanda de les accepter en guise de gratitude. Dis fut très surpris en voyant ça et demanda s'il en était sûr. Il acquiesça et dit que la gentillesse doit être récompensée par la gentillesse. Riord, le visage rayonnant de joie, le remercia et dit que maintenant il pourrait acheter des médicaments pour sa sœur. Le protagoniste fut un peu surpris et demanda si elle était malade. Il confirma et expliqua que ses yeux devenaient noirs et qu'un jour elle deviendrait complètement aveugle. Le médicament pouvait ralentir la progression de la maladie, mais il était incroyablement cher. Dis posa sa main sur l'épaule de Riord et dit que ce gars était prêt à affronter n'importe quel danger juste pour aider sa sœur. C'est pour ça qu'on l'a pris dans notre groupe. Je le connais depuis l'enfance et je ne peux pas l'abandonner dans le pétrin. Riord expliqua que ses parents étaient morts quand il était très jeune et que sa sœur l'avait élevé. Maintenant, c'était à son tour de l'aider. En entendant cela, il se souvint de son passé et pensa qu'il était enfant unique, mais que son amie Takafumi Azusu était comme une sœur pour lui. Elle jouait beaucoup avec lui, le traitait comme un frère, alors il avait pris l'habitude de la considérer comme sa grande sœur. Mais elle est morte dans un accident. Peu importe s'il découvre qu'il est un demi-dieu, il veut sauver cette fille. Il a dit qu'il pouvait essayer de guérir sa sœur. D'ici a demandé si même les clercs n'avaient rien pu faire pour elle, mais il pense pouvoir y arriver. Chon a demandé comment il comptait la guérir. Il a sorti sa carte et leur a demandé de promettre de ne dire à personne ce qu'ils allaient voir. Ils l'ont regardé avec un air perplexe, mais Seldian a tout de suite compris et a été très surpris. Il s'est agenouillé devant lui et a crié qu'il devait s'agenouiller immédiatement. Devant eux se tenait un être sacré du summum de la création, un grand apôtre. Ils furent très surpris par ce qu'ils entendirent et Ryoma l'interpella en lui demandant de se relever. Railleur s'est approché de lui et a demandé « J'ai entendu dire que les apôtres peuvent guérir n'importe quelle maladie. Est-ce que c'est vrai? Serait-il vraiment capable de faire une telle chose? » Il créa une énergie lumineuse dans sa main, confirma et dit que bien qu'il n'ait jamais essayé jusqu'à présent, Day s'approcha de lui, s'inclina et dit d'une voix forte qu'il s'excusait pour sa récente impolitesse. Il le supplia d'aider la sœur de son ami et de sauver Matsari. Il a dit qu'il ferait tout son possible pour cela. Plus tard, ils sont arrivés chez lui. Il a appelé sa sœur et lui a dit qu'il était de retour et qu'il avait amené quelqu'un d'incroyable. Elle était allongée dans son lit, l'a salué et a demandé de qui il parlait. Il a fait un geste avec une expression joyeuse et a dit qu'il parlait de la personne qui allait la guérir. Le protagoniste s'est présenté et a dit qu'il était heureux de la rencontrer. La plupart de ses yeux étaient couverts d'une énergie sombre et elle a dit qu'il n'y avait pas besoin de lui donner de faux espoirs. Cette maladie ne peut être repoussée. On ne peut que retarder l'inévitable. Elle s'y était déjà résignée. D'ici s'approcha d'elle et lui dit que son frère faisait de gros efforts pour l'aider. Il lui demanda donc de croire en lui. Il s'approcha d'elle et dit que les dieux lui avaient accordé le pouvoir avec lequel il allait guérir sa maladie. Elle lui fit confiance. Puis il l'a prévenu qu'il allait commencer et a concentré son énergie dans ses mains. Les autres regardaient surpris et attendaient le résultat. Matsari ouvrit les yeux, regarda ses mains et fut très surprise lorsque sa vision commença à revenir. Elle appela son frère et lui dit qu'elle pouvait voir à nouveau. Elle pouvait enfin distinguer son visage. Riord s'est mis à pleurer de joie. Il l'a serré dans ses bras et elle a pleuré aussi disant qu'il était devenu si grand et si fort. Elle lui était reconnaissante de s'être occupée d'elle pendant tout ce temps. Les autres étaient également très heureux de cela et ont dit à voix haute qu'ils n'arrivaient pas à y croire. C'était un vrai miracle. C'est merveilleux. Maintenant, ils vivraient aussi heureux et en harmonie qu'auparavant. Le protagoniste les regarda avec une expression joyeuse et pensa qu'il n'attendait aucune récompense pour son aide car il l'avait fait de son plein gré. Il n'aurait jamais pensé qu'il serait si heureux du bonheur de quelqu'un d'autre. C'est merveilleux. Ils se tournèrent vers lui et dirent qu'ils lui étaient très reconnaissants pour cela. Elle demande à le laisser la remercier. Elle fera n'importe quoi. Il fut très embarrassé par cela. Il refusa vivement disant qu'il n'avait besoin de rien et qu'en plus il devait partir. Elle répondit que cependant elle ne voulait pas rester endettée. Elle trouverait certainement quelque chose. 3 jours après l'utilisation de la magie divine, Matsari était complètement rétablie et aucune maladie ne la tourmentait plus. Cependant, au cas où il lui a demandé de le contacter par l'intermédiaire de la guilde si quelque chose n'allait pas. Ensuite, il est allé voir René et lui a parlé de l'achat d'une maison et de sa première visite dans un donjon juste pour qu'elle soit au courant. Cependant, il a sagement décidé de ne rien dire sur le fait qu'il avait failli s'y perdre. Dernièrement, le nombre de personnes souhaitant rencontrer l'apôtre a sensiblement augmenté, ce qui l'inquiète beaucoup. La guilde les repousse du mieux qu'elle peut. Il leur en est très reconnaissant. Il devra leur rendre l'appareil. Le soir, il était assis dans son domaine et pensait que toutes les quêtes quotidiennes étaient terminées.
Fenon était rassasié et heureux. Qu'en était-il des quêtes divines? Il semblait qu'il ne restait que les plus difficiles. Il s'y attaquerait un jour. Soudain, son téléphone émit un son très fort et il s'écria « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Il ouvrit la notification et fut très surpris de recevoir une quête urgente. Il la lut et le visage choqué dit que ce n'était pas possible. Il y a une wyvern. Ce point rouge qui bouge, c'est la wyvern. Elle approche de Thiels. Donc ce compteur indique le temps qu'il faudra au monstre pour atteindre la ville. Il a pensé que c'était une très mauvaise nouvelle. Il doit avertir Jamal au plus vite pour qu'il puisse demander des renforts. Il a couru dans le bâtiment de la guilde, a appelé le maître de guilde à voix haute et a dit qu'il avait une affaire urgente. Il remarqua qu'un homme était déjà assis dans son bureau et dit qu'il avait l'impression de les déranger. L'homme le regarda et dit que ce n'était rien. Ça ne le dérangeait pas. Jamal dit qu'à en juger par son air, l'affaire était vraiment urgente. Ryoma a déclaré d'une voix forte que c'était vrai. Une wyvern approchait de la ville. Ils furent surpris par ce qu'il venait de dire. L'étranger s'excusa et demanda « Mais comment le savez-vous? Et qui êtes-vous? » Il se tourna vers lui, l'appela Monsieur Vent et présenta cet apôtre. L'homme se leva du canapé et dit « Alors c'était donc vous le demi-dieu dont tout le monde parle. » Le héros se mit à son service. Il était ravi de faire sa connaissance. L'autre acquiesça l'air perplexe et lui rendit l'appareil. Il sortit son téléphone et Jamal lui demanda s'il parvenait à traquer la wyvern avec cet appareil. Il confirma et dit qu'une petite volée de dragons arrivait de l'ouest. D'après ses calculs, elle serait là dans environ 5 jours. Ils déplièrent la carte et Vanon confirma que c'était bien ça, ce qui voulait dire qu'elle se trouvait quelque part par ici en ce moment. La saison de la nidification approchait. Les wyverns cherchaient très probablement des endroits riches en nourriture. Le chef de la guilde, l'air inquiet, dit que c'était une mauvaise nouvelle. Ils avaient presque atteint la cité de la fortune. Si elles ne s'arrêtaient pas dans les environs, elles attaqueraient à coup sûr. Le protagoniste pensa que malheureusement, il ne pourrait pas se téléporter sur une si grande distance. Il demanda combien de temps il faudrait pour atteindre cette ville. Il répondit que ça prendrait 2 jours avec la monture la plus rapide. Étant donné la vitesse de vol des wyverns, il était peu probable qu'il puisse les distancer. Il déclara d'une voix forte que cependant il ne pouvait pas non plus rester les bras croisés. Cela signifiait qu'il devrait repousser leur attaque à l'approche de la ville. Vanon s'approcha de lui, proposa son aide et dit qu'il semblait que le héros et l'apôtre parviendraient d'une manière ou d'une autre à accomplir cette tâche difficile. Il le remercia, mais l'autre répondit qu'il n'y avait pas de quoi. Il ne faisait que son devoir. Puis il était temps pour eux de partir. Jamal devait sceller les chevaux. Il accepta et dit qu'il enverrait immédiatement un message à la branche voisine pour leur demander de l'aide. Après ça, les 2 hommes partirent au galop. Puis il demanda « Au fait, est-ce que ce rectangle noir que tu as utilisé était une sorte d'artefact magique? » Le protagoniste se retourna et répondit que c'était quelque chose comme ça. L'autre demanda surpris. « J'ai entendu dire que les apôtres avaient des capacités uniques et tout un tas de trucs intéressants. Alors c'est vrai, » demanda-t-il en l'appelant par son nom. Il ajouta « Tu es un héros, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? » Il expliqua qu'en général, on appelle héros ceux qui parviennent à dépasser le 100e niveau et à passer à l'étape suivante de l'évolution. L'autre s'exclama que c'était incroyable. « Au fait, quel est ton niveau? » Van répondit qu'il était actuellement au niveau 381. Il en fut très surpris et dit qu'il était pourtant encore assez jeune. C'était stupéfiant. L'autre répondit avec un sourire que les apparences étaient trompeuses. En réalité, il avait déjà 24 ans. Dès qu'il était devenu un surhomme, il avait commencé à vieillir plus lentement. Pour cette raison, il n'avait presque pas changé depuis ses 24 ans. Cependant, si l'on considère que les surhommes vivent plusieurs siècles, on pouvait le considérer comme un jeune homme. Ryoma le regarda et pensa qu'il était devenu un demi-dieu par hasard, alors que des héros comme lui travaillent toute leur vie pour dépasser les limites des capacités humaines. Une telle persévérance était digne d'un respect sincère. Vanon dit que cependant, il ne pourrait jamais se comparer à lui, le grand apôtre. Il répondit que pour l'instant, il ne faisait qu'apprendre et essayait de suivre l'exemple de personnes aussi formidables que lui. Quelque temps plus tard, ils reprirent leur route à cheval, et il annonça qu'au fait, ils étaient presque arrivés. Les habitants de la ville coururent vers eux et leur crièrent que la ville était en danger et qu'ils devaient rebrousser chemin car une énorme wyvern s'y trouvait. Ils étaient entièrement armés après avoir reçu le message, mais ils n'ont pas pu riposter. Ils ont été forcés de se replier à l'abri, mais leur refuge a été rapidement détruit. Le protagoniste leur dit qu'ils étaient venus pour tuer la wyvern et qu'ils devaient se cacher dans un endroit sûr. Les habitants acquiescèrent. Ils partirent au galop et Vanon dit d'une voix inquiète qu'on dirait bien qu'ils étaient arrivés trop tard et qu'ils devaient se dépêcher. Ils atteignirent de la ville et virent plusieurs monstres gigantesques en train de la détruire et de dévorer les habitants. Les habitants terrifiés se dispersèrent dans toutes les directions pour fuir ces monstres et appelèrent à l'aide à grands cris. Le héros commença à sortir une lance d'un petit sac, l'interpella et dit « Nous ne pouvons pas laisser plus de civils souffrir. » Il hocha la tête en signe d'accord, sortit son téléphone et pensa qu'il allait investir tous ses points divins
en puissance magique. Après quoi, il concentra une puissante énergie dans ses mains et déclara d'une voix forte qu'il devait en finir ici et maintenant. Ils se précipitèrent dans les rues de la ville et crièrent « Dispersez-vous, on ne retiendra pas nos coups ». Il fonça sur la première wyvern et lui asséna un coup de lance très puissant. Ils attirèrent de l'attention des autres monstres qui volèrent aussitôt dans leur direction. Le protagoniste commença à utiliser la magie du feu et attaqua l'un des monstres qui se trouvait à proximité. Il réussit à tuer la wyvern et Van, le regardant avec surprise, se mit à rire et dit que jusqu'à présent, il avait encore des doutes, mais que maintenant, il était absolument certain qu'il était bien un apôtre. Le monstre poussa un cri très puissant qui le surprit énormément et il utilisa immédiatement son énergie pour se soigner. Il regarda la wyvern qui volait vers lui et pensa « Parfait, on a réussi à attirer les monstres hors de la ville. Maintenant, on peut y aller plus fort. » Il commença à créer des pics sortant du sol, mais certains des monstres s'envolèrent pour esquiver son attaque. Voyant cela, il créa immédiatement un dôme de vent pour empêcher les monstres de s'échapper. Vanon fut surpris et dit que grâce à cette barrière, les wyverns enragés ne détruiraient pas la ville. Il bondit et asséna un coup puissant avec sa lance touchant 2 monstres d'un seul coup, ce qui le surprit, et il ajouta que ça faisait 2 monstres en moins. Ils allaient continuer sur cette lancée et tous les tuer. Les monstres volaient très haut et Ryoma, d'un air songeur, dit qu'il sentait de la menace et avait peur de descendre. D'ailleurs, une demi-journée s'était déjà écoulée. Il essaya d'attaquer avec de la magie de l'eau, mais il ne pouvait pas les atteindre. Il se dit que sous le dôme, il serait difficile de se battre à pleine puissance, mais que si on l'enlevait, les wyverns s'enfuiraient. Il remarqua également que les monstres regardaient, au-delà de la barrière, et se demanda s'ils étaient distraits par quelque chose à l'extérieur. Qu'y avait-il là-bas? Vanon se tourna vers lui et demanda si les renforts dont Jamal avait parlé étaient peut-être arrivés. Il décida de vérifier la carte sur son téléphone, acquiesça et dit qu'un mouvement avait été détecté à l'extérieur de la barrière. Il ne pouvait pas compter uniquement sur sa propre force. Elle s'épuiserait bientôt. Il allait devoir retirer la barrière pour permettre aux guerriers de se joindre au combat. C'était dangereux, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il l'appela par son nom et lui dit qu'il allait maintenant retirer la barrière et qu'il devait donc être sur ses gardes. Aussitôt après, il retira la barrière et de nombreux aventuriers se jetèrent immédiatement dans la bataille contre ces monstres. Leurs attaques ne faisaient aucun dégât et ils s'en rendirent compte. Le protagoniste commença à concentrer de l'énergie dans ses mains et dit que même une wyvern ne pourrait pas résister à ça. Il libéra une énergie très puissante et tua l'une des wyverns qui volait au-dessus de sa tête. Il était content d'avoir réussi et pensa qu'une wyvern était morte et que les autres ne pourraient plus s'élever dans les airs. Leur victoire n'était plus qu'une question de temps. Il ne restait que le dernier monstre. Il se retourna, remarqua la wyvern qui fonçait sur lui très rapidement et pensa que ça n'allait pas. Il avait baissé sa garde. Vaillant le remarqua, lança sa lance avec une force incroyable, tuant le monstre et le sauvant. Après quoi, il regarda les corps des monstres avec une expression surprise sur le visage et dit qu'ils avaient réussi. Tous ceux qui avaient combattu ces monstres étaient très heureux de cette victoire et le regardaient. Ensuite, ils arrivèrent dans la ville en ruine où les gens faisaient tout leur possible pour aider les blessés et pleurer les morts. Le protagoniste regarda autour de lui avec une expression triste et dit que c'était un spectacle terrible. Il pensa qu'ils avaient détruit les monstres, mais que les morts ne pouvaient être ramenés à la vie. Il ne restait plus qu'à prier pour les morts. Il espérait que leurs proches trouveraient la force de continuer à vivre, qu'ils reposent en paix. Grâce à sa prière, une énergie très vive apparut autour de lui, ce qui attira leur attention et ils se demandèrent ce que c'était. Serait-ce vraiment une lumière divine? À cause de cela, une lumière éclatante se mit à briller sur les morts et leurs âmes montèrent au ciel. Les survivants dirent un adieu à leurs parents et amis décédés avec le sourire. Van regarda la scène, l'appela et lui dit que les âmes des citadins décédés montaient au ciel. Ryoma commença à perdre connaissance à cause de l'utilisation excessive de sa force, ce que l'autre remarqua et il réussit à le rattraper. Les gens se rassemblèrent à proximité, le regardant avec des expressions surprises. Un peu plus tard, cet incident entrerait dans l'histoire comme le miracle de Fortu. De plus en ce jour fatidique, l'identité de cet apôtre fut révélée à tous les habitants de la ville. Quelque temps après, il reprit ses esprits allongés dans un lit et demanda où il était. Il essaya de se souvenir et se dit qu'ils avaient tué toutes les wyverns. Mais il n'eut pas le temps de finir car un homme d'âge mûr entra dans la pièce et dit qu'il était déjà réveillé. Vonan entra dans la pièce avec lui et lui demanda comment il se sentait. Il répondit qu'il allait bien. L'homme s'agenouilla et dit qu'il était Luden, le bourgmestre local. Il le remercia sincèrement d'avoir sauvé leur ville. Déconcerté, il lui demanda de se relever et de plutôt lui dire comment les choses se passaient après la catastrophe. Il fut bouleversé lorsque le bourgmestre lui annonça qu'environ la moitié des habitants de la ville avaient péri et que la ville elle-même était presque entièrement détruite. Cependant, grâce au miracle qu'il avait accompli, ils avaient au moins pu dire adieu à ceux qui étaient tombés au combat. De plus, son pouvoir aida à guérir les blessés. Malgré tout, les gens n'étaient pas brisés par l'amertume de la perte. Au contraire, leur volonté de vivre était plus forte que jamais.
Il fut heureux de l'apprendre et demanda s'il pouvait sortir. Venant, l'air inquiet lui dit qu'il devrait remettre ça à plus tard et qu'il ferait mieux de se reposer aujourd'hui. Après la démonstration de son pouvoir, tous les habitants de la ville avaient compris qu'il était un apôtre et s'il se montrait à eux maintenant, ils ne le laisseraient pas tranquille. Le protagoniste était très inquiet de ce qu'il venait d'entendre et se demanda « Maintenant, ils savent qui je suis vraiment. » Il se dit qu'il valait peut-être mieux pour lui de rester discret pour le moment. Avec un petit sourire, il a dit qu'en attendant, il devrait bientôt retourner dans la capitale. Combattre à ses côtés avait été un grand honneur pour lui. Il ne devait pas hésiter à faire appel à lui s'il avait besoin d'aide. Il lui a retourné le compliment et a pensé que c'était un guerrier expérimenté et un camarade fiable. De plus, il possédait une force incroyable, mais il ne s'en vantait pas du tout, et cela inspirait l'admiration. Il espérait que leurs chemins se croiseraient à nouveau un jour. Il a sorti son téléphone et a dit que bien sûr c'était une quête urgente et qu'il y avait une récompense. 150 000 points divins. C'est beaucoup. Peut-être qu'il devrait installer une nouvelle application. L'application bibliothèque a attiré son attention et il s'est dit que ce serait génial s'il pouvait lire des romans avec. Il a ouvert l'application et a constaté qu'il y avait des manuels de magie, des traités d'histoire, des manuscrits d'alchimie, mais pas un seul livre de son monde à lui. Il était déçu, mais Meishu lui a écrit que s'il voulait vraiment lire un manga ou un roman, il pouvait télécharger l'application Son Petit Monde Douillet. Il a été surpris par ce qu'il a lu et a pensé « C'était donc possible? » Il a trouvé cette application et a demandé à voix haute « Ça coûte 50 000 points. » Il a tapoté l'écran et s'est dit que Dieu lui-même la recommandait. Il a ouvert l'application où il était écrit que 10 000 points divins étaient nécessaires pour la lancer. Voulait-il continuer? Il était indigné, mais il a quand même payé en pensant qu'il s'était fait avoir. Soudain, une porte qui lui semblait très familière est apparue devant lui. Il a franchi cette porte et avec une expression surprise a dit que c'était son couloir. Il a couru jusqu'à sa chambre et a dit joyeusement que c'était une de ses étagères avec ses livres et DVD d'animés préférés. C'était sa chambre. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mashufim a confirmé disant qu'il avait fait une copie numérique de sa maison et créé une dimension de poche à partir de celle-ci. Il avait travaillé dur, il pouvait donc considérer cela comme sa récompense. Cependant, il devait garder à l'esprit qu'il ne pouvait pas passer plus de 7 jours d'affilée ici. D'ailleurs, une semaine ici n'est qu'un instant dans le monde réel, il pouvait donc profiter pleinement de son activité favorite. Le protagoniste s'est assis sur la chaise, l'a remercié d'un regard joyeux et a dit que c'était tout simplement parfait. Il a commencé à s'amuser et s'est dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il n'aurait pas à oublier ses passe-temps pour toujours, comme ça lui avait manqué. Une semaine plus tard, il s'est levé de sa chaise et a dit avec un sourire que c'était génial. Il s'était bien amusé. Maintenant, il pouvait aider les gens. Il est sorti dans la ville en ruine, s'est approché d'une femme avec plusieurs enfants et a dit qu'il allait construire un orphelinat ici. Bien sûr, il prendrait également en charge toutes les dépenses et les soucis. Il ne devait pas s'inquiéter. La femme heureuse l'en a remercié. Il a vu comment les gens travaillaient et a pensé que des gens ordinaires des villages voisins venaient aider, donc ils avaient assez de main-d'œuvre. Si les choses continuaient ainsi, il reconstruirait rapidement la ville. Ludon s'est approché de lui, l'a interpellé et lui a demandé s'il pouvait lui parler un instant. Il a accepté et ils sont entrés ensemble dans une petite pièce. Les hommes qui les accompagnaient ont dit qu'ils venaient d'une église qui honorait tous les dieux. L'un s'appelait Lel, l'autre Azon, et il lui était reconnaissant d'avoir gracieusement accepté de les recevoir. Ils pleuraient encore les victimes de la récente tragédie et priaient pour le repos de leurs âmes. Ils voulaient offrir leur soutien à la ville au nom de leur église. Ryoma en fut ravi et dit que ce serait très apprécié. De cette façon, la vie des habitants de la ville reviendrait plus rapidement à la normale. Il a ajouté qu'ils aimeraient aussi construire un temple dans la ville à l'endroit même où il avait accompli le miracle. Il a demandé s'il était d'accord sur le principe, mais qu'en pensait-il? Luden a souri et a dit que ça ne le dérangeait pas. S'il y avait un sanctuaire dédié à l'apôtre dans le fort, les gens seraient encore plus inspirés. Les paroissiens ne manqueraient pas et les dons des croyants accéléreraient considérablement la restauration de la ville. Il a donné son consentement et les 3 hommes l'en ont remercié. Un mois plus tard, il a constaté que la construction du temple avait été achevée en un temps record. Dès que cela a été annoncé publiquement, des pèlerins de toutes les villes et de tous les villages y ont afflué. Peu de temps après, la ville a recommencé à prospérer. Il marchait dans une rue de la ville et s'est dit que puisqu'il n'y avait plus de quoi s'inquiéter, il était temps de retourner à Talas. Sa maison lui manquait d'une certaine manière. Les habitants de la ville se sont approchés de lui, l'ont interpellé poliment et une femme lui a demandé de toucher son enfant. Un autre lui a apporté des légumes pour la route en lui demandant de les prendre. Il était très déconcerté par la foule qui venait vers lui. Après quoi, il s'est enfui en criant qu'il demandait pardon, mais que c'en était assez pour aujourd'hui. Quelque temps plus tard, il est retourné à son manoir. Mariana l'a appelé et lui a dit qu'une foule s'était de nouveau rassemblée à la porte du manoir. Le protagoniste était assis à table, l'air mécontent, et a dit que maintenant, toute une foule d'admirateurs le suivait
et que la vie était devenue tout simplement insupportable. Il semblait qu'il allait devoir faire profil bas. Il se leva de table et se dit que c'était décidé. Il irait peut-être à la capitale royale Saint-Angélus. Il pensa que le roi l'y attendait depuis longtemps et que maintenant Vanu serait heureux de les rencontrer. Après cela, il changea de vêtements, s'approcha de ses serviteurs et leur dit qu'il resterait dans la capitale pendant un certain temps. Voici de l'argent pour la nourriture et les besoins du ménage. Il leur demanda de s'occuper de la maison pendant son absence. Ils s'inclinèrent tous devant lui et lui souhaitèrent un bon voyage. La nuit, il quitta le manoir en se disant qu'il valait mieux partir avant le lever du soleil pour ne pas attirer inutilement l'attention. En chemin, il s'arrêta à la guilde pour tout raconter à Jamal et lui demanda de s'occuper des conséquences. Cependant, il ne dit pas au revoir à ses amis. Il reviendrait de toute façon, alors il était temps de prendre la route. Le lendemain, les gens en ville disaient avoir entendu que le nouvel apôtre était de retour à Taï. On se demandait où il accomplirait son prochain miracle. Peut-être que ça se passerait dans leur ville. La conversation surprise attira l'attention d'un aventurier qui se tenait à proximité. Au même moment, le protagoniste regarda son téléphone et se dit que la capitale Sainte Angélus était assez loin, alors il s'arrêterait dans une ville en chemin. Il était parti sur un coup de tête. Après tout, il aurait peut-être dû louer un cheval. Il remarqua qu'il avait reçu la compétence de vol en récompense et se demanda s'il ne devrait pas l'essayer. Il suffisait simplement d'imaginer voler. Il réussit à décoller et en fut très surpris. Il commença à voler rapidement dans la bonne direction et se dit qu'il pourrait atteindre la ville de cette façon. Il remarqua une ville nommée Alga et se dit qu'il s'y arrêterait pour la journée. Il commença à faire le tour des différentes auberges, mais toutes le refusèrent. Après ça, il s'assit sur le bord de la route, pensant que tout était complet. Ce n'était pas une ville de villégiature, alors pourquoi? Un garçon avec une queue de chien s'approcha de lui, l'interpella et lui demanda s'il cherchait un endroit où passer la nuit. Exactement. Ryoma fut très surpris d'apprendre qu'une race d'hommes-bêtes existait ici. Il l'accepta et expliqua que tout était complet. Le garçon répondit qu'il y avait eu plus de voyageurs dernièrement. Il semblait qu'il parlait d'un sanctuaire et d'un apôtre. Il s'inquiéta de ce qu'il entendait, pensant que c'était à cause de lui. Le garçon le rassura en disant que ce n'était pas ça. C'est juste qu'il tenait une auberge. Il pouvait y passer la nuit. Il fut heureux de l'apprendre, accepta et pensa qu'il n'était pas nécessaire de donner son nom. Il se présenta comme étant Taro et le garçon lui dit que c'était un nom étrange. Le sien était Nog. Il lui dit de le suivre. Ils arrivèrent à l'auberge où on lui indiqua la réception. Les gens assis à l'intérieur se demandaient « Je me demande qui est cette personne, l'apôtre. On dit qu'il peut guérir n'importe quelle maladie et blessure. Il a aussi éloigné les wyvernes de la ville et y a érigé un sanctuaire. J'aimerais pouvoir toucher un tel miracle. » Ryoma resserra sa capuche pour cacher son visage, pensant qu'il parlait de lui. Après cela, Nag le conduisit à une chambre libre et lui dit de l'appeler s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il accepta, après quoi il se couvrit le nez avec sa main et se dit que ça sentait de la sueur ici. Bien qu'il ne faille pas s'attendre à plus d'un logement bon marché, il allait purifier l'endroit avec de la magie et ensuite s'allonger. C'est ce qu'il fit. Assis sur son lit, il regarda les quêtes sur son téléphone et vit qu'il y avait les quêtes quotidiennes du jour et des quêtes qu'il pouvait accomplir en route vers la capitale. Son attention fut attirée par une quête qui disait que la tâche consistait à détruire le repère d'orques se multipliant de manière anormale. La récompense était de 30 000 points divins et une tonne de viande d'ogre de première qualité. Il lut cela et se dit que ça semblait très dangereux. Il se demanda si la viande était bonne et pensa avec une expression déterminée qu'en une seule fois, il pourrait monter de niveau et obtenir la viande. Le lendemain, il vola jusqu'à l'endroit indiqué en se guidant avec la carte et se dit que d'après la carte, c'était quelque part par ici. Il atteignit le campement d'orques en question et fut très surpris de voir combien ils étaient nombreux. Il les observa en volant et se dit que ce n'était plus un repaire mais un village entier. Si on laissait les choses en l'état, les monstres se multiplieraient et sortiraient de la forêt. Il cliqua sur l'écran de son moniteur et pensa qu'il allait augmenter sa magie en utilisant des points divins. Après cela, il créa une grande quantité d'eau et la façonna en épée. Il attaqua les monstres avec cette magie et pensa « Bon, individuellement, ils ne sont pas si forts que ça. » Il attaqua à nouveau avec une magie puissante et pensa qu'il était temps de les achever. Il remarqua que certains monstres étaient encore en vie et pensa « Il semble que les attaques venues d'en haut étaient plutôt faibles. » Il descendit au sol et pensa qu'il pourrait s'occuper de ces grands orques au sol avec la magie de la terre. L'un des monstres poussa un rugissement très puissant et à sa grande surprise courut rapidement vers lui. Le protagoniste fut surpris par sa vitesse et utilisa la magie du vent pour dévier l'attaque de ce monstre. Les autres orques essayèrent également de l'attaquer. Il para cette attaque, décolla et pensa que descendre au sol était trop dangereux. Il commença à concentrer de la magie de feu et pensa qu'il y avait une forêt tout autour, donc ce n'était pas la peine de penser à la magie du feu. Il aimerait le croire, mais ce n'est pas le moment de faire dans la dentelle. Il a commencé à déchaîner une magie de feu très puissante et a pensé que cette fois, ça avait marché. Il devait continuer l'attaque.
Son attention a été attirée par le fait qu'un de ces monstres avait survécu à l'attaque et il a déclaré à voix haute qu'il allait tous les réduire en cendres. Après un certain temps, il a atterri sur le sol et il a été très surpris de voir que le plus grand orc était mort mais tenait toujours debout. Il s'est retourné et a commencé à partir en se disant que puisqu'il se tenait comme ça, tout allait bien. Ensuite, il transformerait cette zone en sanctuaire. Contre toute attente, ce monstre, dans un dernier souffle, lui a tranché le bras d'un coup d'épée et il s'est mis à hurler de douleur. Il a remarqué l'énorme épée de l'orc et s'est demandé si dans un dernier effort, il avait bougé la main pour attaquer. Ce n'était pas le moment. Il est tombé par terre, a commencé à perdre connaissance et juste avant, il a utilisé la magie sacrée. Quelque temps après, il a repris ses esprits, s'est souvenu de ce qui s'était passé et a remarqué que son bras avait été restauré. Il s'est un peu calmé et s'est dit que cet énorme orc était incroyablement fort. Il s'était trop relâché après avoir vaincu les wyverns, il devait en prendre note. Après ça, il s'est relevé et a dit que cet endroit s'était transformé en un véritable sanctuaire. Il a accompli cette tâche, n'est-ce pas? Il s'occuperait de la viande d'orc la prochaine fois. Il a regardé son téléphone et a dit que son niveau était passé à 12. Ses statistiques, à l'exception de la magie, avaient également augmenté et son corps était devenu plus léger. Le protagoniste s'est dit qu'il devait voir le bon côté des choses. Même s'il avait reçu une bonne leçon, ça avait été une bonne expérience. Il était temps pour lui de retourner à Alga. D'abord, il devait changer de vêtements et, si possible, prendre un bain. Tout cela pouvait être nettoyé avec la magie, mais il voulait mentalement se sentir frais et dispo. Le type qui marchait à côté de lui l'a remarqué et a crié son nom. Il a immédiatement reconnu la voix, s'est retourné à Vuram avec le reste de l'équipe et leur a demandé ce qu'ils faisaient tous ici. Ils se sont approchés de lui et il a expliqué qu'ils avaient accepté un contrat de sécurité. Rouen s'est souvenu de quelque chose l'a interpellé et a dit qu'ils avaient annoncé à Tis qu'il était soudainement parti en voyage et que ça avait provoqué un certain remue-ménage. Il a eu l'air inquiet, a fait signe de parler moins fort et a demandé à ce qu'on ne l'appelle pas par son nom. Ici, il se présentait comme Taro. Il pensait se cacher un moment et revenir quand tout se serait calmé. Trop de gens s'étaient rassemblés à Tis et Jamal était également dans une situation difficile. Alors il lui a demandé d'annoncer qu'il partait en voyage. Il l'a compris et permis à remarquer sa manche déchirée et lui a demandé s'il avait été attaqué. Ryoma a jeté un œil et a dit qu'il s'était passé quelque chose dans l'antre des orques. Ils ont eu l'air un peu inquiets et ont dit qu'on aurait dit qu'il avait été salement touché. Au fait, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il a répondu qu'il passerait la nuit ici et qu'il irait ensuite dans la ville voisine. Tu vas dans la capitale San, a demandé Roma avec une expression joyeuse. Alors peut-être qu'on devrait y aller tous ensemble. Ils avaient déjà terminé leur mission. Il ne leur restait plus qu'à retourner en ville. Rouen, l'air un peu confuse, a dit qu'il prenait encore des décisions soudaines, mais qu'elle aussi voulait aller à la capitale. Elle a ajouté que ça avait l'air amusant. Cependant, comment allait-il payer le voyage? Il a souri et a dit que ce ne serait pas si ennuyeux avec de la compagnie. Il aiderait pour les dépenses, donc ils n'avaient pas à s'inquiéter. S'ils partaient ensemble, ils voulaient que le voyage soit amusant. Ils seraient heureux de coopérer. Ils ont accepté avec joie et il s'est dit qu'ils devaient juste acheter du nouvel équipement et chercher des vêtements. Quelque temps après, ils étaient allongés sur leur lit. Il regardait quelque chose sur son téléphone et s'est dit que puisque c'était comme ça, il allait installer des applications qui seraient utiles en chemin. La salle de loisirs est apparue ainsi qu'une porte menant à une pièce créée. Elle n'était visible ni des humains ni des monstres, mais on pouvait y inviter ses compagnons. L'application de camping ajoute une table, des chaises, un kit barbecue et une tente. Pendant le camping, une barrière s'active. On peut augmenter l'espace à l'intérieur de la tente en dépensant des points. Il a fini d'acheter les applications et s'est dit qu'il était probablement temps d'acquérir de nouveaux pouvoirs magiques. La magie de la glace et de la neige qui permet de tout geler. La magie de la foudre qui permet de contrôler les orages et la magie de l'attribut le plus élevé. Avec une énorme quantité de mana, on peut contrôler la météo. Ça a l'air puissant. Comme c'est si puissant qu'il va probablement s'arrêter là. Les préparatifs sont terminés. Maintenant, il peut profiter du voyage avec ses amis. Le lendemain matin, ils ont quitté la ville et le protagoniste a dit qu'il devait se diriger vers la ville de Murago, qui se trouve sur la route de San Angelus. Ils étaient d'accord après quoi ils ont atteint la forêt et ont rencontré un groupe de monstres en chemin. Roma a immédiatement dégainé son épée et a crié que c'était des gobelins et une menthe religieuse géante. Il fallait être prudent. Il s'est avancé et a demandé à ce qu'on le laisse s'en occuper. Il s'est dit qu'il voulait essayer sa nouvelle magie. Il a couru vers les gobelins, a utilisé la magie de la glace et a gelé ses monstres. Immédiatement après ça, il a foncé sur la menthe religieuse et a utilisé la magie de la foudre, ce qui a grandement surpris ses alliés. Il a tué ses monstres et s'est l'air surpris a déclaré que c'était incroyablement puissant. Permis a couru vers lui et a demandé d'une voix surprise « C'est vraiment de la magie de glace et ça ressemble même à de la foudre. » Il s'est tourné vers elle et a répondu que la première était de la magie de glace et de neige et la seconde de la magie de la foudre. Elle a rétorqué surprise qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une telle magie. Il a dit que c'était juste que c'était terriblement évident. Le protagoniste a ajouté qu'il devait apprendre à la maîtriser.
Peut-être qu'il pourrait s'arrêter pour aujourd'hui. Après quoi, Rowan s'apprêtait à sortir quelque chose de son sac, disant que cela signifiait qu'ils allaient passer la nuit sur le terrain. Il devait allumer un feu. Il a sorti son téléphone et a dit que ce n'était pas la peine car il avait un moyen sûr. Il a créé une pièce dans le sous-espace. Ils sont entrés et ont demandé à voix haute. C'est aussi son pouvoir, il y a même un bain et des toilettes. Il a expliqué que ni les gens ni les monstres ne pourraient entrer ici, donc qu'ils pouvaient se détendre. D'ailleurs, il valait mieux faire une chambre séparée pour elle. Il a modifié la pièce et lui a dit qu'elle pouvait l'utiliser. Elle l'a remercié. Ensuite, ils se sont assis à table, ont pris des boissons et il a proposé de fêter le fait qu'ils puissent désormais voyager ensemble. Roma a été très surpris en goûtant et a dit que la boisson qu'il avait préparée était délicieuse. Les autres ont également été surpris par le goût et Ryoma a expliqué que ça s'appelait du jus d'orange, une boisson aux fruits. Il a pensé avec un air satisfait qu'il l'avait sorti de son propre espace et gardé dans son inventaire. Il a également emporté des ramen et des mangas. Ils ont fini de boire et ont demandé s'il avait encore de cette boisson. Elle aussi en voulait plus. Il a répondu qu'il lui restait encore beaucoup de boissons différentes comme du café et du soda. Après ça, Permy est allé à la salle de bain et avec un air satisfait, a dit qu'un bain est un tel luxe. Elle lui en était reconnaissante car d'habitude, elle ne faisait que s'essuyer le corps avec une serviette humide. Puis elle a mis sa tenue de nuit, est sortie de la salle de bain, a remarqué que Roma et Ruan rougissaient en la regardant, a commencé à se sentir gênée. Elle aussi est allée dans sa chambre et a dit qu'elle allait se coucher la première. Ryoma, l'air tout à fait calme, l'a interpellé et lui a demandé s'il voulait y aller ensuite. Ils furent surpris qu'il ne soit pas du tout inquiet et commencèrent à en discuter. Ensuite, ils prirent un bain à tour de rôle et allèrent se coucher. Après une semaine de voyage, l'un d'eux interpella Taro pour lui demander s'il ne devrait pas se reposer un peu ici. Il se tourna vers eux et leur dit qu'ils n'avaient plus beaucoup de chemin à faire et qu'ils atteindraient bientôt la ville. Il remarqua qu'ils attendaient joyeusement sa décision, accepta de se reposer et pensa qu'il semblait vraiment aimer le jus. Ils s'assirent sur le bord de la route, commencèrent à boire et à discuter de quelque chose. Une calèche passa. Un homme s'arrêta, les regarda et leur demanda ce qu'ils faisaient ici. L'endroit était dangereux et il y avait beaucoup de monstres qui rôdaient dans les parages. L'homme assis dans la calèche demanda s'ils avaient déjà atteint la ville. Il sortit, regarda autour de lui et fut très surpris en remarquant leur groupe. Il s'approcha d'eux, prit le verre de l'un d'eux, se mit à examiner le soda et demanda pourquoi une telle chose se trouvait ici. Après quoi, il s'approcha du protagoniste et lui demanda d'un air sérieux « Il est japonais, n'est-ce pas ?» Ce dernier fut très surpris par ce qu'il entendait, mais il sourit et répondit qu'il ne fallait pas être si méfiant. C'est un réincarné et dans sa vie antérieure, il était japonais. Son nom est Mamarios et dans ce monde, on l'appelle Taoku. Taro se présenta avec un regard méfiant, puis il ajouta avec un sourire que ce n'était pas si important. Pourrait-il lui donner un soda? Il accepta et commença à le chercher dans son sac. L'autre se pencha vers lui et lui dit de prendre son temps. Il garderait secret le fait qu'il était l'apôtre dont parlaient les rumeurs. Il prit la boisson, se retourna et demanda au propriétaire de Tar s'il devait accepter ces gens comme invités. Qu'en pensait-il? Il fut un peu surpris par ses paroles et dit en souriant qu'il n'entendait pas souvent ce genre de choses de sa part. Il descendit de la calèche, donna son nom et dit qu'il était responsable des achats à la Guilde Velvet. Si ça ne dérangeait pas, pourrait-il avoir une portion de cette boisson lui aussi? Il accepta, lui donna du soda et Ryoke lui dit de le boire d'un trait. Il commença à prendre de grandes gorgées, s'étouffa et très surpris demanda d'une voix forte « Qu'est-ce que c'est que ça? » Il se mit à rire et lui dit que maintenant il devrait essayer de le boire lentement et d'en sentir le goût. Il fit ce qu'on lui disait. Il fut surpris par le goût sucré et dit que le pétillant était un peu fort mais très doux. Il y a probablement beaucoup de sucre précieux dans cette boisson, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas de l'aristocratie par hasard. Le protagoniste fut un peu déconcerté par cette question et répondit que sa famille était assez riche. Il fut soudainement mis à la porte et maintenant il est en voyage. Thor était sur le point de lui proposer quelque chose, mais à cet instant, un monstre fonça sur eux en poussant un rugissement puissant. Ryosuke dégaina rapidement son épée et tua le monstre d'un seul coup, incroyablement rapide. Il a été très surpris de ce qui s'est passé et pensait n'avoir même pas fait un bruit. Thor soupira de soulagement et dit que c'était bien digne de Tora, surnommé le Calme. Il a rengainé son épée et a dit que c'est pour ça qu'il avait dit que ça suffisait. Il ferait mieux de s'excuser pour le soda. Il a été un peu surpris par cela et s'apprêtait à dire quelque chose à ce sujet. Quelque temps plus tard, ils sont tous arrivés ensemble dans la ville de Morago. Ils sont entrés tous les quatre dans une auberge très luxueuse et ont été très surpris par tout ce qu'ils y ont vu. Roma a dit qu'on les avait amenés et que maintenant ils se retrouvaient dans une telle auberge. Ruin a demandé s'il avait juste été traîné ici. Mais est-ce que c'était normal? Ryoma s'est assis sur le bord du lit et a dit que cette fois, il l'accepterait avec gratitude. La prochaine fois qu'ils prendraient le thé, ils utiliseraient le salon ou un endroit isolé. On ne sait jamais quel ennui pourrait survenir. Le lendemain, une servante est entrée, leur a souhaité le bonjour et a dit que Taro avait un invité. Il est sorti de sa chambre et a vu Thor et Tuka.
Cependant, son invité était un autre homme qui l'a salué avec un sourire en disant qu'il s'appelait Auguste, le chef de la guilde Velve. Il avait entendu dire qu'il avait apporté une sorte de boisson inhabituelle. Aimerait-il conclure un accord avec sa guilde marchande? Il pensa l'air un peu confus qu'après tous leurs efforts, il n'avait pas pu refuser et était quand même venu. Cependant, il déteste être utilisé pour ce genre de choses. Il semble que la seule chose à faire soit de se sortir de cette situation. Il a dit qu'on lui avait parlé de cette boisson sucrée avec une saveur pétillante et explosive. Lui en offrirait-il une tasse? Il lui tendit un verre de cette boisson et l'autre demanda avec surprise « Est-ce que cette chose s'appelle du soda? » Il a décidé d'y goûter, a été très surpris, s'est levé brusquement et a demandé quelle était cette étrange sensation. C'était comme si quelque chose explosait dans sa bouche et en même temps c'était si doux et délicieux. Dire qu'une telle boisson existait dans le monde. Aurait-il l'amabilité de fournir cette boisson à sa guilde? Ils sont prêts à l'acheter pour 10 000 venas l'unité. Le protagoniste s'est excusé et a dit que cependant il ne lui en restait que très peu. Il prévoit de la boire précieusement avec ses amis en prolongeant le plaisir. Il s'est dit qu'en réalité, il pouvait en sortir de son espace personnel à l'infini, mais il ne voulait pas que ce soit utilisé pour les affaires. Oiga a dit qu'il le comprenait. Alors peut-être qu'il lui donnerait juste quelques bouteilles pour ses besoins personnels. Il en offre 20 000 venas l'unité. Que pense-t-il de cette offre? Il s'est excusé et a dit qu'il ne pouvait toujours pas la vendre. Il a serré le poing de colère et a dit qu'il était désolé, mais qu'il devrait peut-être abandonner cette idée. Le fait que cela lui ait permis d'établir une relation avec le Seigneur apôtre était déjà une grande réussite. Après cela, il laisse retourner à l'hôtel et l'a regardé d'un air très mécontent. Quelque temps plus tard, lui et son équipe se reposaient dans la chambre d'hôtel. Cependant, soudain, Ryohk s'est approché de lui sans bruit, lui a couvert la bouche avec sa main et lui a dit qu'il devait se calmer. Il s'est tourné vers lui et a demandé d'une voix mécontente ce qu'il voulait en venant à cette heure-ci. Il a reconnu sa faute et a dit que l'affaire était urgente. Il lui a donc demandé de se calmer et de l'écouter. Maître Auguste rassemblait des mercenaires pour obtenir son soda. Il allait l'attaquer et le lui prendre. Il est bien cet apôtre, n'est-ce pas? Il doit quelque chose au maître. Mais même lui ne veut pas être hostile au messager. Alors il a quitté ce salaud avide et est venu le voir. Le protagoniste lui a fait confiance. Il a allumé son téléphone et a vu de nombreux marqueurs sur la carte avec le mot « danger ». Il l'a pointé du doigt, l'a appelé et a demandé s'il avait cette chose. C'est un smartphone, n'est-ce pas? Il est sorti du lit et a dit à voix haute qu'il expliquerait plus tard. Il a appelé Ruin, a commencé à le secouer pour le réveiller et lui a dit qu'il devait se réveiller vite et réveiller les autres. Il s'est réveillé à prononcer son nom et a demandé ce qui s'était passé. Pourquoi paniquait-il autant? Il a dit à voix haute qu'il fallait agir vite. Il devait partir d'ici immédiatement. Il a commencé à enfler sa cape, s'est retourné et a demandé « Et lui ?» a demandé Ryosuke. C'est exactement de ça qu'il voulait parler. Pourrait-il rester avec lui pendant un certain temps? C'est juste qu'à part ce jus, il a d'autres choses du Japon, n'est-ce pas? Il veut aussi lui poser des questions sur ce smartphone. Il s'est agenouillé et a dit à voix haute qu'il ferait n'importe quoi en son pouvoir pour cela. Roma est sorti de la chambre en courant et a demandé à voix haute s'il allait bien. Ryoma s'est tourné vers lui et a dit que tout allait bien. Les mercenaires d'Ogas étaient déjà proches. Ils devaient s'échapper d'ici de toute urgence. Ils sont sortis de l'hôtel en courant, mais ils ont été immédiatement encerclés par des mercenaires et Ryosuke a demandé d'un air inquiet s'ils n'étaient vraiment pas arrivés à temps. Le mercenaire demanda avec un sourire ce qui leur arrivait au milieu de la nuit. Pourquoi paniquait-il autant? Il a appelé Taruka avec un air un peu surpris et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il ne devait pas interférer avec leur mission. Les ordres du maître font loi. Allait-il lui rendre le mal pour le bien après qu'il les ait abrités? Il a saisi son épée et a dit que cette fois, leur ennemi était trop fort. S'il ne se retirait pas, il le regretterait. Il lui a demandé en tant qu'ami de se retirer. Il ne l'écouta pas et déclara à voix haute qu'il devait exécuter l'ordre du maître et s'occuper d'eux. Ils tentèrent de repousser les mercenaires en essayant de ne pas les tuer. Le protagoniste para les attaques en se disant qu'il ne pouvait pas utiliser de magie puissante en ville. Il regarda sur le côté, remarqua que ses alliés ne s'en sortaient pas et se dit qu'il ne voulait pas provoquer de remue-ménage. Il était temps d'en finir. Il libéra une puissante énergie qui immobilisa tous les mercenaires. L'un d'eux fut surpris et dit qu'il avait fait ça uniquement avec sa puissance magique. Ce n'était certainement pas un noble ordinaire. Il s'approcha de Ram et lui dit qu'il devait partir d'ici rapidement. L'un des mercenaires tenta de l'agripper pour l'arrêter, mais avec un air très mécontent, il utilisa la magie de la foudre et frappa tous ceux qui essayaient de les attraper. Après ça, ils commencèrent tous à partir. L'éclair de magie fut remarqué par les habitants de la ville qui commencèrent à se rassembler sur les lieux. Plus tard, alors qu'il marchait dans la forêt, le protagoniste se tourna soudainement vers eux et leur demanda pardon à tous à voix haute. Il dit que ce qui s'était passé était en partie de sa faute. Il s'excuse de les avoir mis dans le pétrin et même de leur avoir causé des blessures. Ses amis lui dirent qu'il ne devait pas dire ça,
car ce n'était pas de sa faute. C'était la faute de ceux qui les avaient attaqués. Rios s'inclina et dit que c'était à lui de s'excuser pour la gêne occasionnée. Le protagoniste l'interpella et lui dit de ne pas baisser la tête. Il les avait prévenus de l'attaque, les avait protégés et il lui en était reconnaissant. Après cela, il créa une pièce. Ils entrèrent à l'intérieur et demandèrent ce qu'ils allaient faire maintenant. Ryoma répondit qu'il allait suivre le plan et se diriger vers San Angeles. Étaient-ils tous d'accord, Rios décida également de se joindre à eux en chemin. Il leur demanda d'être bienveillants avec lui. Ils acceptèrent et Perm, d'un air joyeux, dit qu'elle lui serait reconnaissante de sa gentillesse. Il dit qu'ils devraient alors se reposer aujourd'hui. L'application de salles de repos assurerait leur sécurité pour qu'ils puissent dormir paisiblement. Le lendemain matin, il commença à préparer du café. Il remarqua Rio lui souhaita le bonjour et lui dit qu'il était encore assez tôt. Il pouvait encore dormir un peu. Rio refusa en disant qu'il était déjà réveillé et qu'il ne voulait pas retourner se coucher. Le protagoniste le comprit, lui offrit un café, ce qu'il accepta avec un sourire joyeux. Rio regarda différents objets sur la table et demanda s'il pouvait obtenir n'importe quoi de la terre. Le protagoniste nia, disant qu'il ne pouvait pas tout avoir. Il le prend simplement d'un endroit. Cependant, il n'a pas l'intention de l'utiliser pour s'enrichir. Rio trouva cela peu pratique et dit qu'à sa place, il vendrait tout pour devenir incroyablement riche. Le protagoniste l'interpella et lui demanda « À propos, t'es un réincarné, n'est-ce pas? » Il acquiesça et raconta que durant ses années d'étudiant, il était mort dans un accident en protégeant sa petite amie. Dans ce monde, il avait été abandonné par ses parents dans son enfance et avait grandi dans les bas-fonds. C'est là que son talent pour l'épée fut découvert et Kogas le prit sous son aile. 30 ans s'étaient écoulés depuis sa réincarnation. S'il en avait l'occasion, il aimerait retourner sur Terre. Le protagoniste l'écouta avec une expression triste et lui dit qu'il le comprenait. Pour lui remonter le moral, Rios dit que c'était maintenant à son tour de parler de lui. En écoutant sa réponse, il demanda avec surprise « Alors tu aimes les mangas, toi aussi ?» Il achetait toujours les nouveaux tomes dès leur sortie, mais il les avait presque tous oubliés. Il adorerait relire quelque chose comme ça. Ryoma, avec un petit sourire, lui dit qu'en fait, il avait ce manga en question. Il apporta plusieurs tomes et l'autre, très surpris, s'exclama que c'était exactement ça. C'est incroyable, il allait pouvoir le relire. Plus tard, le reste de l'équipe les rejoignit, leur souhaita le bonjour et leur demanda ce qu'ils faisaient là. Il expliqua que c'était une sorte de livre appelé manga. Il s'approcha et dit qu'il n'arrivait pas à déchiffrer les lettres, mais que c'était très joliment dessiné. Permi entra également dans la pièce, après quoi ils commencèrent tous à lire le manga qu'il leur avait donné. Il s'indigna et leur dit à voix haute qu'il était temps pour eux de prendre la route. Ils pourraient lire le manga à un autre moment. Surpris par ce qu'ils venaient d'entendre, ils dirent en chœur qu'ils avaient complètement oublié le temps. Immédiatement après, ils reprirent leur chemin et quelque temps plus tard purent atteindre la capitale. Ils regardèrent la ville avec des visages émerveillés. Il marcha en avant et dit qu'ils devaient trouver un endroit pour passer la nuit et manger aujourd'hui. Ils étaient d'accord et il demanda si cependant ils ne devraient pas d'abord passer par la guilde des aventuriers de ce royaume. Après tout, il était venu ici pour une audience avec le roi. Il voulait prévenir de son arrivée et obtenir un laissez-passer par l'intermédiaire de la guilde. Roma accepta, ajoutant qu'il voulait justement chercher des quêtes. Ruan dit que rencontrer le roi en personne était impressionnant. Le protagoniste avoua qu'il commençait à s'inquiéter. Le lendemain, il laissa son équipe et pensa que le messager du palais n'arriverait pas avant l'après-midi. Les autres étaient partis à la guilde pour des quêtes dans la matinée. Il a probablement décidé de se promener un peu en ville pour l'instant. Il est passé par une porte où se trouvaient de nombreux hommes bêtes et a pensé que cette partie de la ville était un peu délabrée. Il a regardé autour de lui et s'est demandé si c'étaient des vagabonds. Il y avait beaucoup trop d'hommes bêtes ici. Il a rapidement quitté le quartier et s'est retrouvé dans une rue animée. Il a regardé autour de lui et a pensé que comme il s'y attendait, la route menant à la guilde des bains des aventuriers était remplie de boutiques pour eux. Il est entré dans la boutique de magie d'Incel et s'est demandé s'il s'agissait bien d'une boutique d'objets magiques, n'est-ce pas? Peut-être qu'il devrait acheter un bâton ou quelque chose du genre. Une vieille femme s'est approchée de lui par derrière et lui a demandé s'il cherchait quelque chose de spécifique. Le protagoniste s'est retourné l'air très surpris et a pensé qu'elle ressemblait à une sorcière de conte de fées. Elle a ajouté qu'au fait, elle n'était pas une sorcière. Il a été encore plus surpris par cette remarque et a demandé si elle pouvait lire dans les pensées. Elle a nié, disant qu'elle l'avait simplement deviné. Alors que cherchait-il? Il s'est un peu calmé et a dit qu'il n'avait pas de bâton ou d'objet similaire pour la magie. Je me demande ce qu'ils ont dans cette boutique. Elle l'a compris, a apporté une baguette magique et a demandé « Que diriez-vous de celle-ci? Les jeunes comme vous sont faits pour manier des baguettes courtes. » Mais cette baguette magique ne lui plaisait pas. Elle s'est dirigée vers le présentoir avec d'autres bâtons et a demandé s'il préférerait celui-ci. C'est un bâton fait de bois sacré qui ne pousse que sur la terre sainte de l'Ugrad. Il a la propriété de guérir son propriétaire et de chasser les mauvais esprits. Il l'a pris dans ses mains et soudain il s'est mis à briller intensément. Cela a attiré l'attention de la vieille femme et elle a dit qu'il était la première personne à réagir de cette manière à ce bâton. C'était comme une divinité majestueuse.
Ryoma, inquiet, le lui a rendu en disant qu'il était trop tape à l'œil et qu'il préférait donc passer son tour. A-t-elle des bâtons de l'élément eau? Plus tard, elle lui a apporté un bâton et lui a dit qu'il avait été créé à partir de matériaux du dragon marin Léviathan. Il renforce les sorts de magie de l'eau. Il a immédiatement senti une énergie puissante émaner de ce bâton, et elle a ajouté que ce bâton était assez capricieux, mais qu'il semblait s'être habitué à lui. Voulait-il l'acheter? Il a accepté, et elle lui a dit que cela lui coûterait 400 000 venants. Il a été très surpris en entendant cela, et a pensé que c'était une fortune, mais il lui plaisait énormément. Il a quand même donné plusieurs lingots d'or, a quitté la boutique, et elle lui a dit qu'il pouvait revenir quand il le souhaitait. Il marchait dans la rue, a remarqué que les gens le regardaient et a commencé à ranger le bâton dans son inventaire en pensant qu'avec ça, il se faisait trop remarquer. Plus tard, il est arrivé au château. Jeffer l'a accueilli et lui a dit que tout était prêt pour l'audience. Il lui a demandé de le suivre. Le protagoniste y est allé en pensant qu'il allait enfin avoir son audience avec le roi. Il est arrivé dans la salle du trône. Le roi s'est incliné devant lui et lui a dit respectueusement « Bienvenue dans mon château. Je vous accueille de tout mon cœur. Je suis le 34e roi de ce royaume Lurwindel, Gardifand. » Le protagoniste a été très surpris par cela et le roi lui a demandé de relever la tête. Il était très heureux d'un accueil aussi chaleureux et espérait sincèrement qu'il pourrait nouer de bonnes relations. Il a relevé la tête et a dit qu'il ne pouvait rêver de mieux. À partir de maintenant, le roi lui a demandé de ne pas être timide et de visiter le palais royal quand bon lui semblerait. Il l'a remercié et a dit qu'il accepterait son offre avec grand plaisir. Avec un sourire joyeux, le roi lui a demandé ce qu'il dirait de rester dîner ce soir peut-être pour un repas avec sa famille. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que le protagoniste avait déjà acceptée. Après cela, ils sont allés dîner ensemble dans la grande salle et cela a duré jusqu'au soir. Après quoi, il a quitté le palais en disant qu'il lui avait fait un grand honneur cette fois-ci. Il espérait conserver leur bienveillance. Ensuite, il est arrivé à la calèche et a avoué qu'il avait été très nerveux pendant cette audience. Jeffer l'a remercié pour ses efforts et lui a proposé de le raccompagner en ville ou peut-être de l'escorter jusqu'à la résidence offerte par le roi. Il s'est souvenu l'avoir reçu plus tôt et a demandé à être conduit à la résidence. Ils sont alors arrivés à destination et il a été très surpris en voyant une immense résidence. Jeffer se tenait à côté et a dit avec un sourire que l'un des rois précédents l'avait construite plusieurs générations auparavant et l'avait appelé le Palais de Mars. Il est entré et a été accueilli par des serviteurs dont l'un a dit qu'ils attendaient son arrivée avec impatience. Son nom était Salvatore. Il est responsable de la gestion du palais des majordomes et des serviteurs. Les serviteurs vivent ici en permanence et entretiennent dans les lieux. Il peut donc s'installer immédiatement. De plus, ils peuvent s'occuper de ses besoins personnels s'il a des requêtes. Le protagoniste a monté les escaliers et a pensé qu'avec une telle superficie, il se sentirait bien seul ici. Il s'est approché des serviteurs et a dit poliment qu'il avait une requête à leur faire. Il leur a expliqué ce qu'il voulait et quelque temps plus tard, ses camarades sont arrivés au palais. Roma l'a interpellé en disant qu'ils avaient pas mal marché. Cependant, est-ce bien l'endroit où il voulait les emmener? Ce palais. Rohan a regardé autour de lui et a demandé « Il y a quelque chose ici. » Ils ont tous été très surpris quand il a dit ça. En réalité, c'est son manoir. C'est le roi qui le lui a offert. Ils sont entrés et ont commencé à regarder autour d'eux et se sont demandé « Mais de quoi parle-t-il? » C'est tout simplement incroyable. C'est absolument magnifique. Va-t-il vraiment vivre ici? Il a dit ça avec un sourire qu'il voulait voir leur réaction. C'est pour ça qu'il a gardé le secret. Le repas est déjà prêt, alors ils peuvent se sentir libres et faire comme chez eux. Il s'est souvenu du passé et s'est dit qu'en fait, il avait demandé à Meu. S'en va-t-il de tout préparer pour leur accueil. Après ça, ils ont tous dîné ensemble, pris un bain et joué à des jeux de société. Le soir, ils se sont assis à la même table et Ryoma a dit qu'il leur ferait préparer des chambres. Ils peuvent rester ici quand ils le veulent. S'ils le souhaitent, ils peuvent même emménager avec lui. Les garçons de l'équipe ont refusé disant que vivre ici était un peu trop. Il avait besoin d'une chambre plus simple, ce serait plus confortable. Il serait beaucoup trop nerveux en étant ici. Perry a joyeusement déclaré qu'elle voulait vivre ici. C'était magnifique, un palais si luxueux. C'était tout simplement un conte de fées. Roma a refusé disant qu'il valait mieux se contenter de visites occasionnelles. Rohan a dit que ce serait étrange de se rendre à la guilde depuis cet endroit. Ça la contrariait et les garçons se sont dit qu'il donnait l'impression de fréquenter une personne très importante. Quelque temps après, l'équipe a quitté le manoir, l'a remercié pour le temps passé et a dit qu'ils s'étaient bien amusés. Ils devaient retourner à leurs aventures. Le protagoniste a dit qu'il devrait lui rendre visite de temps en temps car c'était trop spacieux pour une seule personne. Ils ont calmement accepté et Permy, avec un regard très enthousiaste, a accepté bruyamment et a dit qu'il reviendrait certainement le voir. Après cela, il est retourné à l'intérieur du palais, a remarqué Ryok allongé sur le canapé et lui a demandé s'il était encore là. Il a acquiescé et lui a demandé s'il avait de l'argent. Alors, est-ce qu'il a d'autres mangas pour lui? Il a sorti son téléphone, a promis de les apporter et s'est dit qu'il semblait comprendre la raison pour laquelle il était resté. Il est revenu du sous-espace avec un nouveau manga et les deux se sont assis pour le lire.
Plus tard, il a commencé à enfiler son armure et Ryosuke debout à côté de lui a demandé s'il allait quelque part. Il a confirmé disant qu'après tout, s'il ne s'entraînait pas, ses compétences allaient s'émousser. Il irait à la guilde pour voir s'il y avait des tâches intéressantes. Ryoma a demandé s'ils pouvaient alors aller au donjon ensemble. L'idée lui a plu et il a accepté. Il a également commencé à s'habiller en se disant qu'il voulait simplement défier le donjon et prendre sa revanche par la même occasion. En même temps, il accomplirait la quête de Dieu pour accumuler des points. Ils ont quitté le palais et Ryosuke a dit qu'il devait d'abord recueillir des informations auprès de la guilde. Après cela, ils sont arrivés à la guilde où le maître de guilde Beg les a salués et leur a dit qu'il leur avait récemment fait le grand honneur de leur confier le rôle d'intermédiaire auprès du roi et qu'il en était reconnaissant. Comment pouvait-il leur être utile aujourd'hui? Ryoma a dit qu'il pensait explorer l'un des donjons locaux et qu'il aimerait en savoir plus à ce sujet. Il a acquiescé et a expliqué qu'il y avait 4 donjons dans la région. Le premier est le pâturage de Raftia, une vaste plaine herbeuse habitée par de nombreux monstres à la viande comestible. En langage courant, on l'appelle le donjon de la viande. Le deuxième est le grand lac salé de Faldostl. Des monstres ressemblant à des poissons y vivent. On peut y obtenir une grande quantité de sel. Le troisième est la tour du sage Far. De nombreux monstres y attaquent avec de la magie, et on peut y trouver de nombreux grimoires et objets magiques. Enfin, le quatrième, l'Empire Gastel. Les monstres qui y apparaissent sont tous des morts vivants. En raison de leur immortalité, on ne peut les vaincre qu'avec la magie sacrée, ce qui est difficile. Actuellement, le grand sceau sacré de l'Église les retient. Mais si le maître en a l'occasion, ils espèrent vraiment qu'il pourra nettoyer ce donjon en particulier. Ryoma pensa tristement qu'il avait encore un peu peur des morts vivantes. À ce moment-là, il a reçu un message de Meshafim qui lui disait que le donjon de l'Empire Gastel contenait de nombreux trésors et qu'il devait s'y rendre. Il lui a ajouté des quêtes liées au donjon. Il n'était pas ravi de ça et s'est dit que si on lui disait d'y aller, alors il n'avait pas le choix. Il a dit que pour aujourd'hui, cependant, il allait probablement juste se dégourdir les jambes et jeter un œil aux autres donjons. Plus tard, ils se sont rendus à un autre endroit. Ryosuke a vu une haute colonne et a dit que c'était l'entrée du pâturage de Raftia. Il s'est approché la regarder et s'est dit « Au fait, ce pilier, c'est bien l'entrée, n'est-ce pas? » Il a reniflé et a dit que ça sentait quelque chose d'agréable. Un groupe d'aventuriers était assis à côté en train de préparer de la nourriture. Après quoi, ils sont entrés tous les deux dans le donjon et ont vu d'immenses chambres avec un arbre gigantesque à l'horizon. Il a regardé autour de lui et a dit que partout où il regardait, il n'y avait que des prairies. Ryosuke a regardé au loin et a dit qu'il y avait un arbre énorme là-bas. Le protagoniste a regardé dans cette direction aussi et a dit qu'il devrait d'abord se diriger vers cet arbre pour s'en servir comme point de repère. Ils ont commencé à marcher ensemble vers cet arbre, mais il a entendu un bruit fort s'est retourné et a demandé ce que c'était pas modèle. Il regarda sur le côté et dit à voix haute qu'il s'agissait d'une horde de Genwai Burko. Il commença à sortir un bâton de son sac et dit que c'était ainsi que ça commençait.